Parfois, la réalité dépasse la fiction, et ces histoires étranges en sont la preuve. Des mésaventures, rocambolesques, aux accidents comiquement malheureux, vous n'allez pas croire comment certaines personnes ont rencontré leur fin. Préparez-vous à grimacer, rire et secouer la tête en découvrant les façons les plus absurdes et farfelues dont des gens ont perdu la vie. Voici 2 heures consacrées à des personnes décédées de manière terriblement stupide. Nous sommes le 6 juin 2024 au centre complet de lutte contre le cancer de l'Université de Chicago, situé à Hyde Park. David O'Donnell, un ouvrier de construction de 27 ans employé par High-Tech Stakeout, travaillait sur un échafaudage avec Jeffrey Spirka, un ferrailleur expérimenté. David, diligent et dévoué, se concentrait sur ses tâches en hauteur, ignorant le danger imminent qui allait bouleverser leur vie à tous les deux. La construction du centre de lutte contre le cancer impliquait plusieurs entrepreneurs, avec Turner Construction en tant qu'entrepreneur général et Adjustable Forms Incorporated responsable de l'échafaudage. Le projet avançait sans encombre, mais le temps à Chicago est devenu dangereux ce jour-là. En fin de matinée, le vent s'est intensifié, atteignant 66 km/h. Malgré ces conditions, le travail se poursuivait. Les ouvriers avaient déjà exprimé des inquiétudes quant à la stabilité de l'échafaudage, notamment au coin sud-ouest où il était attaché au bâtiment. Malheureusement, ces avertissements ont été ignorés. L'échafaudage, à plus de 30 mètres du sol, avait une connexion fragile impliquant une planche de contreplaqué d'1,20 m clouée à la structure. Ce pont de fortune allait bientôt devenir une faille fatale. Vers midi, le vent s'est encore renforcé, atteignant un pic de 70 km/h. Des témoins ont vu l'échafaudage osciller dangereusement. David et Jeffrey se trouvaient sur la plateforme lorsque le coin de l'échafaudage, mal sécurisé, a commencé à se détacher du bâtiment. Le pont en contreplaqué a cédé, entraînant l'effondrement de l'échafaudage. David et Jeffrey ont chuté de plus de 24 mètres. David, sans harnais ni corde, a percuté le sol et est décédé malgré les tentatives de sauvetage. Jeffrey, bien que grièvement blessé, a survécu et a été transporté d'urgence à l'hôpital avec de graves blessures au cerveau et au corps. Sa survie est attribuée à une couche de tuyaux en PVC qui a amorti sa chute. Le chantier de construction a été fermé et des enquêtes par l'Occupational Safety and Health Administration, OSHA, et d'autres agences ont commencé. La famille de David, dévastée, a intenté une action en justice pour homicide involontaire contre Turner Construction et Adjustable Forms Incorporated. Ils ont invoqué la négligence, citant des mesures de sécurité inadéquates et l'incapacité de l'échafaudage à résister au vent. Jeffrey Spirka, représenté par l'avocat Lou Cairo, a poursuivi les mêmes entreprises. Représentant les deux familles, Cairo a pointé les manquements en matière de sécurité et critiqué la décision de continuer à travailler par un vent si fort. Les poursuites judiciaires ont mis en évidence la mauvaise condition de l'échafaudage, en particulier le pont en contreplaqué au coin, sécurisé uniquement par quelques clous. L'effondrement s'est produit à ce point faible, entraînant la chute de David et Jeffrey. Les directives de l'OSHA stipulent que le travail doit cesser en cas de vent fort, sauf si un expert compétent juge la situation sûre, et que les travailleurs doivent disposer d'une protection contre les chutes appropriées. David et Jeffrey, seulement vêtus de gilets fluorescents, étaient vulnérables sur l'échafaudage oscillant. Le porte-parole de Turner, Chris McFadden, a souligné l'engagement de l'entreprise en matière de sécurité et a suspendu toutes les activités de construction en attendant l'enquête. Le président d'Adjustable Forms, Eric Lindquist, a reconnu la tragédie et a présenté ses condoléances. Alors que les enquêtes se poursuivaient, des questions se sont posées sur les raisons pour lesquelles les avertissements des travailleurs ont été ignorés. Les poursuites judiciaires ont révélé une lacune critique dans la surveillance de la sécurité et ont remis en question les pratiques de l'entrepreneur général et du sous-traitant. La famille O'Donnell a cherché à obtenir justice par le biais de leur action en justice, exigeant des dommages-intérêts importants pour renforcer les protocoles de sécurité dans l'industrie de la construction. La mort de David n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de l'importance des réglementations en matière de sécurité. Jeffrey Spirka faisait face à un long chemin à parcourir. Son procès visait à obtenir justice et à mettre en évidence la nécessité de meilleures mesures de sécurité. L'accident l'a laissé avec des cicatrices physiques et émotionnelles, et l'action en justice de sa famille visait à assurer la justice et le soutien pour sa guérison. L'industrie de la construction était attentive aux poursuites, car ils allaient déterminer les indemnisations pour les familles et les normes pour le traitement de cas similaires à l'avenir. C'était le 14 avril 2012 à Des Plaines, dans l'Illinois. Anthony Hensley, un mari de 37 ans et père de 2 enfants, travaillait à Bay Colony Pond.
Le travail d'Anthony consistait à gérer les cygnes tuberculés pour dissuader les oies de s'approcher du complexe de condominium où il travaillait. Ce jour-là, il était sur l'étang dans son kayak, effectuant ses contrôles habituels sur les cygnes. C'était une routine qu'il effectuait depuis des années. Mais cette fois, quelque chose a terriblement mal tourné. Anthony était connu pour son dévouement à son travail et à sa famille. Il partageait souvent son amour pour les cygnes et son travail avec ses 2 jeunes filles. Sa femme, Amy, se souvenait de lui comme d'un mari et d'un père dévoué, toujours prêt à tout pour sa famille. Anthony était aussi un nageur expérimenté, un fait qui a ensuite laissé beaucoup de personnes perplexes quant aux événements de ce jour-là. Le matin du 14 avril, Anthony partit sur son kayak, pagayant à travers l'étang pour vérifier les cygnes tuberculés. Ces oiseaux, bien que magnifiques, sont connus pour leur nature agressive et territoriale. Selon la plainte déposée par Amy Hensley, les défendeurs savaient ou auraient dû savoir que les cygnes tuberculés sont fortement territoriaux avec une dangereuse tendance à attaquer. Alors qu'Anthony s'approchait de l'un des cygnes, celui-ci est soudainement devenu agressif. Des témoins ont plus tard raconté comment le cygne s'est jeté sur Anthony, faisant basculer son kayak. Il est tombé dans l'eau froide, entièrement vêtu et portant des bottes lourdes. Le cygne ne recula pas. Il continua d'attaquer, se jetant sur Anthony et l'empêchant de nager vers la rive. Anthony est remonté à la surface au moins une fois, luttant pour nager contre le poids de ses vêtements et les attaques incessantes du cygne. Mais l'oiseau agressif continuait de se jeter sur lui, le poussant de plus en plus sous l'eau. Daniel Gamanoff, un témoin oculaire qui a observé l'incident depuis la fenêtre de son appartement, a déclaré « Ils ont probablement pensé qu'ils s'approchaient trop près de leurs œufs, et ils étaient trop effrayés, et ils l'ont tout simplement attaqué. » Lorsque les équipes de plongeurs sont arrivées, Anthony était sous l'eau depuis plus de 30 minutes. L'étang faisait 15 mètres de profondeur à certains endroits, rendant la recherche encore plus difficile. Anthony a été déclaré mort à l'hôpital Advocate Lutheran General. Le bureau du médecin légiste du comté de Cook a conclu qu'il s'était noyé et a classé sa mort comme accidentelle. Son père, Raymond Hensley, s'est exprimé auprès des médias, décrivant son fils comme un père et un mari merveilleux. On se souviendra de lui comme l'un des pères les plus formidables du monde, un très bon père, un très bon mari. Il n'avait pas une once de méchanceté en lui. La belle-mère d'Anthony, Tammy Hensley, a appuyé les sentiments de Raymond. « Nous sommes tous très bouleversés, mais je ne peux m'empêcher de penser à ces 2 filles », a-t-elle déclaré. La famille peinait à surmonter cette perte, incapable de comprendre comment un tel événement tragique avait pu se produire. Amy Hensley, en deuil de son mari, a déposé une plainte pour mort injustifiée contre l'employeur d'Anthony, Knox Swan and Dog, LLC, et le complexe de condominium Bay Colony Drive. La plainte alléguait que les défendeurs n'avaient pas reconnu les dangers posés par les cygnes tuberculés qui peuvent attaquer avec leurs ailes puissantes et leur grand bec. Selon la plainte, un cygne tuberculé est l'un des oiseaux volants les plus lourds, les mâles pesant en moyenne entre 11 et 12 kilos. Ces oiseaux sont connus pour attaquer en frappant leurs victimes avec des éperons osseux dans leurs ailes tout en mordant avec leur grand bec. Doug Stotts, un écologiste en chef de la conservation au Field Museum, a expliqué que les cygnes peuvent sembler calmes et jolis, mais ils sont plus agressifs et plus forts qu'on ne le pense. Les cygnes sont certainement tout à fait prêts à attaquer quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, a déclaré Stotts. Steve Sullivan, conservateur principal de l'écologie urbaine pour le Chicago Academy of Sciences et son Peggy Notebaert Nature Museum, a ajouté que les cygnes défendront férocement leur territoire, surtout pour protéger leurs petits. Les cygnes sont certainement tout à fait prêts à attaquer quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, a expliqué Sullivan. L'employeur d'Anthony, Knox Swan and Dog, LLC, avait placé des cygnes dans l'étang pour éloigner les oies. Cette méthode est couramment utilisée dans divers endroits, mais elle nécessite une gestion minutieuse pour assurer la sécurité à la fois des oiseaux et des personnes qui travaillent autour d'eux. La plainte d'Amy Hensley soulignait que les sociétés de gestion immobilière ainsi que les associations de propriétaires et de condominiums auraient dû connaître la nature agressive des cygnes tuberculés et prendre des mesures pour prévenir une telle tragédie. La plainte réclamait un montant non spécifié en dommages et intérêts, invoquant la responsabilité des locaux et des violations de la loi de contrôle des animaux de l'Illinois. Les défendeurs ne firent pas de commentaires. Nous sommes en 1995 en Pologne, lorsqu'un événement tragique et troublant a stupéfié tout le pays. Krzysztof Asninski, un agriculteur de 30 ans, a perdu la vie dans une tentative choquante de prouver sa virilité. Christophe était connu dans son village comme un homme fort et travailleur. Il passait ses journées à s'occuper de sa ferme, accomplissant les tâches physiques ardues qui définissaient sa vie. Comme beaucoup d'hommes de sa communauté, Christophe aimait passer ses soirées avec des amis,
à boire et discuter de tout et de rien. Mais une nuit d'hiver glaciale, ce qui avait commencé comme une soirée banale entre amis a pris un tournant beaucoup plus sombre. Ce soir-là, Christophe et ses compagnons se sont retrouvés dans une petite grange sur sa propriété. L'alcool coulait à flot, et plus la nuit avançait, plus la conversation devenait dangereuse. Il n'était pas rare qu'ils se livrent à ce qu'ils appelaient des jeux d'hommes, des jeux loin d'être inoffensifs. Ces épreuves étaient compétitives, risquées et alimentées par un besoin constant de prouver qui était le plus dur d'entre eux. La soirée a commencé par des défis où les hommes se frappaient mutuellement la tête avec des navets gelés. C'était douloureux, mais pour eux, cela représentait un test de force et de résistance. Les rires résonnaient dans la grange, mais sous cette légèreté apparente se cachait une tension silencieuse. Une compétition implicite que personne ne voulait perdre. Poussés par leur orgueil, chacun essayait de montrer qu'il pouvait supporter plus de douleur que les autres. Puis, la situation a basculé dans l'horreur lorsqu'un des amis de Christophe a voulu repousser les limites. Il s'est emparé d'une tronçonneuse traînant dans un coin et, dans un geste stupéfiant, s'est coupé le bout du pied. Un silence de plomb a envahi la grange alors que les autres prenaient la mesure de ce qu'il venait de faire. Le sang jaillissait de sa blessure, mais au lieu de mettre fin à leur folie, cet acte insensé n'a fait qu'encourager le groupe à aller encore plus loin. Christophe, sentant qu'il devait surpasser son ami pour ne pas perdre la face, a pris une décision qui lui coûterait la vie. Enivré et déterminé à prouver qu'il était le plus fort, il a saisi la tronçonneuse, s'est tourné vers ses amis et a lancé « Regardez bien ça !» Sur ces mots, il a actionné la tronçonneuse et l'a dirigée vers sa propre tête. La scène qui a suivi était terrifiante. La tronçonneuse a tranché son cou, séparant sa tête de son corps en un instant. Christophe est mort sur le coup, son corps s'effondrant au sol sous le regard incrédule de ses amis, figés d'horreur et d'incompréhension. La réalité de ce qu'ils venaient de vivre s'est abattue sur eux, leur ami était mort et rien ne pourrait le ramener. La nouvelle de la mort de Christophe s'est rapidement propagée au-delà du village. Personne ne pouvait croire qu'il avait été prêt à aller aussi loin pour prouver sa virilité. Cet événement a servi de rappel effrayant des dangers que peuvent engendrer la fierté et l'alcool. Son histoire a également attiré l'attention du British Medical Journal dans une étude sur les personnes décédées de manière insensée, révélant que la majorité des victimes étaient des hommes. Les chercheurs ont suggéré que ces derniers ont souvent tendance à prendre des risques inutiles pour se prouver, surtout sous l'influence de l'alcool. Le décès de Christophe a également été mentionné dans le cadre des Darwin Awards, une récompense ironique décernée aux personnes mortes de la manière la plus absurde, éliminant ainsi leur contribution au patrimoine génétique. Son histoire s'est distinguée comme l'un des exemples les plus extrêmes de masculinité toxique et de ses conséquences mortelles. En repensant à cette nuit tragique, on ne peut s'empêcher de se demander ce qui aurait pu être différent. Et si Christophe et ses amis n'avaient pas autant bu ? Et si quelqu'un avait mis un terme à leur jeu avant qu'ils ne deviennent incontrôlables? La vie de Christophe aurait-elle pu être sauvée si quelqu'un était intervenu à temps? Ces questions restent sans réponse, mais elles nous rappellent l'importance de faire de meilleurs choix et de veiller les uns sur les autres. La mort de Christophe Asninski est un exemple tragique des dangers liés à la volonté de prouver sa virilité. Cette histoire nous invite à réfléchir aux pressions auxquelles les hommes font face pour paraître forts et aux risques que cela peut engendrer. Le 15 août 2017, dans la dense forêt de Sirowy, près de Sumfellinfach, au sud du pays de Galles, Ben Thomas, un jeune homme de 24 ans originaire d'Aberbargwed, Caerphilly, travaillait comme ouvrier forestier pour Trifiness, une entreprise basée à Pontypool depuis avril 2017. Bien que ce fût son jour de repos, Ben avait accepté de travailler en plus. Ce jour-là, une tâche de coupe d'arbres de routine allait conduire à un tragique accident. Avant de devenir bûcheron, Ben était échafaudeur, mais il aspirait à travailler en plein air. Après avoir obtenu ses qualifications en sylviculture en janvier 2017, il était ravi de commencer avec Trifiness. Connu pour son enthousiasme et son travail acharné, Ben était heureux de participer au défrichement d'arbres pour Natural Resources Wales dans la forêt de Sirowy, une région qu'il aimait. Ce matin fatidique, Ben est arrivé sur le site prêt à travailler aux côtés de ses collègues Mark Whitehead et Elliot Wilmer. L'équipe respectait les protocoles de sécurité, travaillant à des distances sûres, environ 50 mètres l'un de l'autre, pendant qu'ils coupaient des arbres. Cet espacement était une mesure de sécurité cruciale pour prévenir les accidents pendant le processus de coupe. Ben utilisait sa tronçonneuse sur un mélèze, travaillant hors de vue de Mark et Elliot, qui étaient occupés à leur tâche. Vers midi, Ben cria « J'ai fini !» pour signaler qu'il avait terminé son travail. Mark et Elliot l'entendirent et continuèrent leur tâche après avoir mis leur protecteur d'oreille.
Quelques minutes passèrent et ils n'entendaient plus aucun bruit venant de Ben. Le bruit de sa tronçonneuse s'était arrêté. Inquiets, ils enlevèrent leur protecteur d'oreille et écoutèrent attentivement, n'entendant que le léger ronronnement au ralenti de la tronçonneuse de Ben. Ils se précipitèrent vers le bruit et découvrirent une scène horrifiante. Ben était piégé sous un grand arbre. Le mélèze qu'il avait abattu avait fait tomber un autre arbre qui penchait dangereusement sur lui. Mark et Elliot essayèrent immédiatement de couper l'arbre pour libérer Ben, mais leurs efforts furent vains. Ben avait subi des blessures graves et ne répondait plus. Les services d'urgence furent appelés et le secouriste Daniel Waits arriva, naviguant à travers le terrain difficile jonché d'arbres tombés. En atteignant Ben, il était clair qu'il était déjà décédé. Le corps de Ben montrait des traumatismes importants, avec des contusions graves à la tête et une poitrine molle et souple. Un examen post-mortem révéla l'étendue des blessures de Ben. Côte fracturée, poumons lacérés et asphyxie par écrasement. Les tests confirmèrent que Ben n'avait ni alcool ni drogue dans son système au moment de sa mort. L'incident déclencha des enquêtes menées par la police de Gwent. L'enquête du tribunal du coroner de Newport visa à comprendre comment un accident avait pu se produire pour un travailleur aussi diligent que Ben. Les témoignages de ses collègues, de son superviseur et d'experts de l'industrie décrivirent une malchance tragique. Mark Whitehead, le directeur de Trifiness, décrivit Ben comme un travailleur sûr qui avait coupé environ 15 000 arbres durant sa courte période avec l'entreprise. Il souligna que Ben suivait les directives de sécurité appropriées qui stipulent que l'abattage d'arbres doit être effectué seul, mais sous supervision à distance. Elliot Wilmer se rappela des derniers mots de Ben et de leurs efforts pour le sauver. Il décrivit l'horreur de leur vaine tentative et comment ils ont fait face à la tragédie. L'expert en sylviculture, Martin Lennon, expliqua que l'arbre qui est tombé sur Ben penchait depuis longtemps. Cet arbre, dormant, n'était pas visible de la position de Ben. Lorsque Ben a coupé son arbre, l'arbre dormant a été déstabilisé et s'est effondré, causant ses blessures mortelles. Le jury de l'enquête conclut que la mort de Ben était accidentelle. La coroner en chef, Caroline Saunders, nota qu'il n'y avait aucune preuve suggérant que Ben n'aurait pas dû abattre des arbres ce jour-là. Le rapport du coroner souligna que Ben et ses collègues avaient suivi les procédures standards et respecté les consignes de sécurité. Malgré le dénouement dévastateur, l'enquête disculpa Trifiness de toute négligence. Le HSE confirma que l'accident tragique résultait de l'arbre dormant imprévu et non d'une violation des normes de sécurité par l'entreprise. C'était le 2 janvier 2001 à Budapest, en Hongrie. Jimmy Zambo, une pop star de 42 ans, passe la soirée chez lui avec sa femme et ses amis à boire et à profiter de leur compagnie. Zambo, largement connu sous le nom de The King, était devenu une légende en Hongrie. Sa carrière était florissante, avec des millions de disques vendus, et son récent album, Christmas with Jimmy, était en tête des hit-parades. Il semblait tout avoir. Cette nuit-là, il est tranquille, jusqu'au petit matin lorsque Zambo est agacé par le coq d'un voisin qui perturbe son sommeil. Frustré, il décide de l'effrayer avec son Beretta 9 mm. Propriétaire d'une arme à feu et chasseur expérimenté, il n'a pas réfléchi à deux fois. Il a tiré 2 coups de feu depuis une fenêtre et le bruit a fait taire le coq. Soulagé, il est retourné à l'intérieur, persuadé que l'affaire était réglée. Zambo a retiré le chargeur et s'est préparé à montrer qu'il était vide pour rassurer sa femme sur la sécurité de l'arme. Cependant, il a oublié un détail important. La balle était toujours dans la chambre. Dans un moment d'inattention, Zambo a levé l'arme vers sa tête et a appuyé sur la gâchette. Et la balle l'a atteint à la tempe. La panique s'est emparée de sa femme et de ses amis. Ils ont appelé une ambulance et il a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Malheureusement, malgré les efforts déployés pour le sauver, Jimmy Zambo est déclaré mort quelques heures plus tard. La nouvelle de sa mort soudaine s'est rapidement répandue, laissant les fans et le pays en état de choc. Dans un premier temps, des rumeurs de suicide ont circulé, mais une enquête de police a confirmé qu'il s'agissait d'un accident tragique. Zambo, légèrement ivre mais pas trop, avait mal évalué la situation, ce qui a conduit à la fusillade fatale. Pour la Hongrie, la perte de Jimmy Zambo a été difficile à digérer. Né en 1958 sous le nom d'Imre Zambo, il avait gravi les échelons depuis des débuts modestes, en commençant dans le chœur d'enfants de la radio d'État. Après s'être produit aux États-Unis, il est retourné en Hongrie dans les années 1980. Où sa carrière a décollé. Ses albums sont devenus disques de platine et il a même été nommé chanteur hongrois de l'année en 1993. À sa mort, il animait une émission de télévision populaire et s'était imposé comme le visage de la musique pop hongroise. Lorsque les détails de sa mort ont été rendus publics, le chagrin s'est répandu dans tout le pays. Des fans se sont rassemblés devant son domicile, allumant des bougies et déposant des fleurs.
Nombre d'entre eux avaient visiblement le cœur brisé, pleurant l'homme qui avait apporté tant de joie dans leur vie. Le 5 janvier, quelques jours seulement après sa mort, le corps de Zambo a été exposé au public dans une église gréco-catholique de l'île de Czepel. Plus de 30 000 personnes sont venues lui rendre hommage. Le lendemain, des dizaines de milliers d'autres personnes ont envahi les rues pour ses funérailles. Ce fut un événement grandiose et émouvant comme la Hongrie n'en avait jamais vu. Des chevaux noirs tirent son cercueil et les personnes en deuil regardent, incrédules, le cortège passer. La messe, retransmise en direct à la télévision, a montré la famille de Zambo encadrée par 30 gardes du corps qui l'aidaient à traverser l'immense foule. Des milliers de colombes ont été lâchées pendant la cérémonie, alors que son cercueil était descendu dans le sol. Une couronne a été placée sur un coussin rouge à côté de lui, dernier hommage à celui que l'on surnommait le roi. Les fans, dont certains avaient parcouru des centaines de kilomètres, sont restés debout, accablés par le chagrin. Sa mort a laissé un grand vide dans la culture pop hongroise qu'il sera difficile de combler. La vie de Jimmy Zambo a trouvé un écho chez de nombreuses personnes, en particulier celles qui ont vécu des moments difficiles en Hongrie dans les années 90. Sa musique leur a apporté du réconfort, de la joie et un sentiment d'unité. Même après sa mort, l'héritage de Zambo se perpétue. Sa maison reste un lieu de pèlerinage et ses collègues musiciens ont enregistré des chansons en son honneur. Ses albums se vendent toujours et son influence sur la culture pop hongroise reste forte. Pour ses fans, il symbolisait l'espoir, la joie et la connexion. Natasha Harris était une mère de 30 ans, mère de 8 enfants, vivant à Invercargill en Nouvelle-Zélande. Natasha avait une habitude particulière. Elle aimait tellement le Coca-Cola qu'elle en buvait entre 8 et 10 litres par jour. Un matin de février 2010, alors que son compagnon Chris Hodgkinson aidait leurs enfants à se préparer pour l'école, un événement alarmant s'est produit. Natasha s'est soudainement effondrée contre un mur. Chris a immédiatement appelé les secours et tenté de la réanimer avec un bouche-à-bouche, mais il était déjà trop tard. Tragiquement, Natasha a fait une crise cardiaque que les médecins ont liée à sa consommation massive quotidienne de Coca-Cola. Le docteur Dan Mornin, pathologiste, a témoigné lors d'une enquête et a partagé des détails cruciaux sur l'état de santé de Natasha Harris. Il a expliqué que Natasha souffrait probablement d'hypokaliémie, c'est-à-dire de faibles niveaux de potassium. Le docteur Mornin pensait que cela était dû à sa consommation excessive de Coca-Cola et à une mauvaise alimentation en général. Il a également mentionné que les niveaux élevés de caféine dans le Coca-Cola auraient pu jouer un rôle dans sa mort tragique. Pendant l'enquête, le compagnon de Natasha, Chris, a partagé davantage d'informations sur ses habitudes quotidiennes. Il a témoigné qu'elle buvait entre 8 et 10 litres de Coca-Cola par jour, soit environ 2 à 2,6 gallons. Selon Chris, le Coca-Cola était omniprésent dans la vie de Natasha. Elle commençait sa journée avec un Coca à côté de son lit et la terminait avec un autre Coca avant de se coucher. Chris l'a décrite comme étant accro au Coca, incapable d'arrêter même si elle en avait envie. Chris a également révélé que Natasha ne mangeait pas beaucoup et fumait environ 30 cigarettes par jour. Dans les mois précédant sa mort, il avait remarqué que Natasha souffrait d'hypertension et se sentait souvent fatiguée. Dès qu'elle ne pouvait pas avoir son Coca-Cola, Natasha souffrait de maux de tête et de sautes d'humeur, des signes évidents de sevrage. Son besoin intense de Coca-Cola a entraîné de graves problèmes de santé, notamment une carie dentaire si sévère qu'elle a dû se faire enlever des dents, et probablement des problèmes cardiaques en raison de tout le sucre et de la caféine qu'elle consommait. Malgré ces avertissements sérieux, Natasha et sa famille n'ont pas pleinement compris à quel point son addiction au Coca-Cola était dangereuse avant qu'il ne soit trop tard. Le coroner, David Crerar, a déclaré que la consommation excessive de Coca-Cola de Natasha avait joué un rôle majeur dans sa mort prématurée. Il a souligné que sa routine quotidienne de consommation de Coca-Cola l'amenait à absorber plus d'1 kilo de sucre et près d'1 gramme de caféine chaque jour. Ces quantités alarmantes ont contribué à des problèmes de santé graves, comme des troubles du rythme cardiaque et un faible taux de potassium, ce qui a finalement conduit à son décès. Le coroner a suggéré que les autorités de santé devraient réduire les limites de caféine dans les boissons gazeuses ou ajouter des avertissements plus clairs sur les étiquettes afin de prévenir de tels incidents. Coca-Cola a réagi aux conclusions du coroner en exprimant sa déception que leurs produits aient été mis en cause. Ils soutiennent que la consommation excessive de n'importe quel aliment ou boisson, même de l'eau, peut causer des problèmes de santé si elle n'est pas équilibrée avec une alimentation appropriée. Au final, il ne s'agissait pas d'une bataille entre Coca-Cola et le coroner, mais bien de l'histoire d'une mère et d'une épouse qui avaient perdu la vie à cause de sa consommation incontrôlée de caféine. C'était en octobre 2012, à São João de Meriti, une banlieue animée de Rio de Janeiro, au Brésil.
Rejane Moreira-Tellez, une étudiante infirmière de 23 ans, venait de commencer à travailler dans une clinique locale. Avec seulement 3 jours d'expérience, elle était encore en train d'apprendre les ficelles du métier. Ce jour-là, Palmerina Pires Ribeiro, une patiente de 80 ans, était à la clinique. Sa famille venait de célébrer son 80e anniversaire. Rejane était chargée d'administrer une perfusion intraveineuse à Madame Ribeiro. Cependant, la perfusion intraveineuse et un mélange de café au lait étaient placés l'un à côté de l'autre. Dans un moment de confusion, Rejane injecta par erreur le mélange de café au lait dans les veines de Madame Ribeiro au lieu de la perfusion. Plus tard, Rejane expliqua à la télévision brésilienne, dans l'émission Fantástico de TV Globo, que la perfusion et le mélange de café étaient l'un à côté de l'autre, et que n'importe qui aurait pu faire la même erreur. Elle admit qu'elle connaissait les risques liés à l'administration d'une perfusion intraveineuse, mais insista sur le fait qu'elle n'avait pas été correctement formée pour cette procédure. Elle déclara: « J'ai injecté le café et je l'ai mis au mauvais endroit. Malheureusement, cette erreur eut des conséquences graves. Le mélange de café et de lait entra directement dans le cœur et les poumons de Madame Ribeiro. Les médecins expliquèrent que cela aurait donné l'impression de suffoquer. » Le docteur Armando Carrer, un spécialiste en nutrition à l'hôpital Antonio Pedro de l'Université fédérale de Fluminense, précisa que le liquide aurait rempli les poumons, entraînant une mort lente et douloureuse. La fille de Madame Ribeiro, Loreni, témoin de l'incident, se souvint: « J'ai vu que ma mère était agitée. Elle a ouvert la bouche et cette jeune fille a mis du café au lait dans les veines de ma mère. Un demi-verre. » Madame Ribeiro mourut quelques heures après l'injection. Ce tragique incident conduisit à l'inculpation de Rejane Moreira-Tellez pour homicide involontaire. 2 autres infirmières et un autre étudiant de la clinique furent également mis en examen pour leur rôle dans l'incident. La défense de Rejane était qu'elle n'avait pas été correctement formée et que c'était une erreur compréhensible. Cependant, ce cas montre l'importance cruciale de la formation adéquate et de la supervision dans les milieux médicaux. La clinique et son personnel furent soumis à une intense surveillance après l'incident. La mort tragique de Palmerina Pires Ribeiro illustrait les conséquences dévastatrices des erreurs médicales. C'était le 4 juillet 2015 à Calais, dans le Maine, près de la frontière canadienne. Devon Staple, un jeune homme de 22 ans originaire d'Orlando, en Floride, célébrait le jour de l'indépendance avec des amis et sa famille. Devon, qui avait joué des personnages comme Gaston et Dingo à Disney World, était connu pour sa personnalité joyeuse. La soirée était marquée par des feux d'artifice, des rires et des boissons. Devon, connu pour son sens de l'humour, jouait avec un tube à mortier de feux d'artifice, sans se douter qu'une tragédie était sur le point de se produire. Le groupe allumait des feux d'artifice tout au long de la nuit. À un moment donné, Devon prit le tube à mortier et le plaça sur sa tête. Ses amis, pensant qu'il plaisantait, tentèrent de le convaincre d'arrêter. En quelques secondes, Devon alluma le feu d'artifice qui explosa immédiatement, le tuant sur le coup. Son frère, Cody, était à proximité et a décrit la scène comme dévastatrice, notant qu'il n'y avait rien à faire pour sauver Devon. La nouvelle de la mort de Devon a choqué tous ceux qui le connaissaient. Sa famille a souligné que Devon n'était pas imprudent. Son frère a mentionné que Devon aimait souvent faire des choses amusantes pour rire, mais n'avait jamais eu l'intention de se blesser. Cette fois, cependant, une blague s'est transformée en un accident mortel. La mère de Devon, Kathleen Staples, pense que Devon croyait que le feu d'artifice était inactif. Elle a déclaré à CBS News que Devon pensait qu'il ne fonctionnerait pas et l'a placé sur sa tête par esprit taquin. Mais une fois la mèche allumée, il n'y avait plus de temps pour réagir. Sa fiancée, Cara Howley, qui était présente ce soir-là, a expliqué que Devon était probablement ébrieux à cause de l'alcool et avait peut-être allumé accidentellement le feu d'artifice. Elle se souvient d'avoir crié à Devon lorsqu'elle a vu la mèche enflammée, mais il était trop tard. Le feu d'artifice était un tube à mortier rechargeable destiné à exploser dans le ciel. Son type exact est inconnu, mais sa puissance était suffisante pour tuer Devon sur le coup. Les psychologues suggèrent que les jeunes adultes comme Devon sont plus enclins à adopter des comportements à risque en raison de la pression des pairs et du désir d'impressionner les autres. Le docteur Art Markman de l'Université du Texas à Austin a expliqué que les lobes frontaux du cerveau, responsables du contrôle des impulsions, ne se développent pleinement qu'à la mi-vingtaine, rendant les jeunes adultes plus susceptibles de prendre des risques. L'historique de Devon en tant qu'artiste amusant pourrait avoir contribué à sa décision de placer des feux d'artifice sur sa tête. L'alcool a probablement joué un rôle dans la mauvaise prise de décision de Devon cette nuit-là. Il altère le jugement, rendant plus difficile la reconnaissance du danger. Devon ne s'est peut-être pas rendu compte du risque de mettre un feu d'artifice en direct sur sa tête, pensant que c'était une blague inoffensive. Après la tragédie,
la maire de Devon a commencé à plaider pour des réglementations plus strictes concernant les feux d'artifice dans le Maine. L'État n'avait légalisé les feux d'artifice qu'en 2012, après une interdiction de 60 ans. La mort de Devon a été la première fatalité depuis que les feux d'artifice sont devenus légaux. Kathleen a soutenu que les feux d'artifice devraient être réglementés de manière similaire aux armes à feu ou aux véhicules, soulignant leur danger potentiel. Le représentant de l'État Michel Lajoie a partagé ses préoccupations, suggérant des règles plus strictes concernant l'utilisation des feux d'artifice. La famille et les amis de Devon se souviennent de lui comme d'une personne aimable et énergique qui aimait faire sourire les autres. Il avait prévu de devenir technicien vétérinaire et de commencer des cours plus tard dans l'année. Son amour pour les animaux et son esprit joyeux sont les souvenirs que ses proches souhaitent conserver. Pour honorer sa mémoire, son frère Cody a encouragé les gens à faire quelque chose de gentil pour quelqu'un et à montrer de l'amour en son nom. C'était le 3 avril 2014 à Eloy, en Arizona, à environ 65 miles au sud de Phoenix. Le ciel désertique était clair, avec des conditions météorologiques parfaites pour le parachutisme. Ce jour-là, un groupe de 222 parachutistes de 28 pays différents s'était rassemblé à Skydive Arizona, l'une des installations de parachutisme les plus renommées des États-Unis. Ils avaient un seul objectif, battre le record du monde du plus grand nombre de personnes réalisant 2 formations aériennes avant de déployer leur parachute. Parmi ces parachutistes se trouvait Diana Paris, une parachutiste expérimentée de 46 ans originaire de Berlin, en Allemagne. Diana avait effectué 1500 sauts au cours de sa carrière, ce qui faisait d'elle une vétérane aguerrie de la communauté du parachutisme. Elle faisait partie d'un groupe d'élite appelé le World Team, qui se préparait pour cette tentative de record depuis 18 mois. Le plan était simple mais incroyablement complexe. Sauter de 18 000 pieds, former une figure dans le ciel, se séparer, former une autre figure, puis déployer leur parachute. À 7h30, les parachutistes étaient prêts. Ils portaient des combinaisons colorées et des masques à oxygène nécessaires pour le saut à haute altitude. L'adrénaline était intense lorsqu'ils montèrent à bord des avions, chacun transportant un groupe de parachutistes. Les avions montaient de plus en plus haut, atteignant l'altitude désignée. Le saut allait commencer. Le signal fut donné et un par un, les parachutistes se jetèrent hors des avions. Diana Paris était parmi eux. Les parachutistes se dispersèrent, accélérant à des vitesses de plus de 100 miles par heure alors qu'ils entamaient leur chute libre. La première formation se déroula sans accroc, un kaléidoscope de couleurs dans le ciel. La précision et la compétence requises pour un tel exploit étaient immenses. Mais ces parachutistes étaient des professionnels expérimentés. Puis vint le moment de la deuxième formation. Les parachutistes se séparèrent brièvement avant de se rassembler à nouveau. Tout semblait se dérouler comme prévu jusqu'à ce que la catastrophe survienne. Le parachute principal de Diana ne se déploya pas correctement. En parachutisme, chaque seconde compte. Il y a une fenêtre de temps très étroite pour déployer le parachute principal et, en cas de défaillance, pour activer le parachute de secours. Pour Diana, cette fenêtre se referma trop vite. Son parachute défectueux fut largué trop bas pour permettre au parachute de secours de s'ouvrir complètement. Diana chuta vers le sol. Malgré les efforts des procédures d'urgence, il n'y avait rien à faire. À 7h42, les autorités répondirent à un appel signalant un accident de parachutisme. Diana Paris fut déclarée morte sur place. La nouvelle se répandit rapidement au sein de la communauté du parachutisme. Skydive Arizona publia un communiqué confirmant le tragique accident. Le parachute défectueux a été largué trop bas pour permettre au parachute de secours de s'ouvrir complètement, indiquait le communiqué. Il était clair que l'accident n'avait rien à voir avec la taille du groupe ou les conditions météorologiques. L'équipement avait failli au pire moment possible. Le mari de Diana, qui était présent lors de l'événement, était dévasté. Il expliqua à la police que Diana était une parachutiste expérimentée, bien consciente des risques et des mesures de sécurité dans ce sport. Ce n'était pas son premier saut et ce n'était certainement pas sa première tentative de formation en groupe. Le fait qu'une parachutiste aussi expérimentée puisse être victime d'un parachute défectueux en dit long sur les risques inhérents au parachutisme. Le World Team, malgré leur chagrin, décida d'honorer la mémoire de Diana de la meilleure manière qu'ils connaissaient, en poursuivant leur mission de battre le record du monde. Ils organisèrent une réunion remplie de larmes et d'embrassades et décidèrent de continuer la tentative de record. Cependant, ils allaient le faire avec un changement significatif. Au lieu d'une formation à 222, il y aurait maintenant une formation à 221 avec l'emplacement de Diana laissé vacant en son honneur. Cette formation en homme manquant était un hommage à leur amie disparue, une façon de garder son esprit vivant dans les cieux qu'elle aimait tant. Le jour du saut spécial, l'atmosphère était chargée d'émotions. Les parachutistes se rassemblèrent,
beaucoup d'entre eux étant des amis et collègues de Diana. Ils connaissaient les risques, mais ils connaissaient aussi la passion qui les poussait à sauter des avions et à défier la gravité. Ils s'élancèrent à nouveau dans le ciel, le cœur lourd, mais avec une détermination inébranlable. La formation se réalisa magnifiquement avec l'emplacement vide. L'enquête sur l'accident fut approfondie. Le département de police d'Eloy et la Federal Aviation Administration examinèrent le parachute défectueux. Ils voulaient comprendre ce qui avait mal tourné et comment cela pourrait être évité à l'avenir. Les résultats de l'enquête confirmèrent ce qui était déjà soupçonné. Le dysfonctionnement était un incident malheureux, sans rapport avec des facteurs externes comme la météo ou l'avion. C'était un rappel que même les parachutistes les plus expérimentés sont à la merci de leur équipement. Nous sommes le 15 janvier 2024 à Dysart, dans le Queensland. Un mineur de charbon de 27 ans, Luke O'Brien, venait de commencer son quart de travail à la mine de charbon Saraji-South, exploitée par BHP Mitsubishi Alliance. Luke était connu pour sa passion pour l'exploitation minière et les courses de vitesse. Il partageait souvent ses aventures sur les réseaux sociaux et aimait passer ses week-ends avec ses amis au Mojos. Ce jour-là, cependant, sa tâche habituelle s'est transformée en tragédie. Aux alentours de midi, Luke et un collègue remorquaient un camion-citerne B-double bloqué. Luke se tenait entre la plateforme d'un véhicule utilitaire léger et le pare-buffle du camion-citerne. Dans une tournure soudaine et tragique, le véhicule a reculé, écrasant Luke contre le camion. L'incident s'est produit vers midi, les services d'urgence ont été immédiatement appelés, les ambulanciers sont arrivés vers 13h30 et ont transporté Luke d'urgence à l'hôpital de Dysart. Malgré tous les efforts pour le sauver, les blessures de Luke étaient trop graves et il est décédé plus tard dans la soirée. La nouvelle de la mort de Luke s'est rapidement répandue dans toute la communauté minière. Resource Safety and Health Queensland a lancé une enquête approfondie. Rob Jukic, le directeur des opérations de RSHQ, a exprimé ses plus sincères condoléances et a confirmé qu'une enquête a été immédiatement ouverte après avoir été informé. Il a mentionné que plusieurs enquêteurs et inspecteurs de l'unité d'enquête sur les incidents graves et de l'inspectorat des mines de charbon collaborent étroitement avec BMA pour déterminer la cause de l'incident. La police du Queensland a également rejoint l'enquête, préparant un rapport pour le coroner. Les opérations à la mine de Saraji ont été immédiatement suspendues pour permettre à l'enquête de se dérouler et pour donner aux travailleurs le temps de réfléchir à la mort de leurs collègues. La mort soudaine de Luke O'Brien a choqué les communautés minières locales et au-delà. Le Queensland Resources Council et le syndicat des mines et de l'énergie ont publié des déclarations exprimant leurs condoléances et s'engageant à découvrir les causes de la tragédie. Judy Bertram, PDG par intérim du Queensland Resources Council, a exprimé sa profonde sympathie pour la famille qui traverse une perte inimaginable, ainsi que pour les amis, collègues et premiers intervenants concernés. Elle a affirmé le soutien du Conseil à tous les efforts visant à prévenir des tragédies similaires à l'avenir. Le syndicat des mines et de l'énergie a exprimé sa profonde tristesse après cet incident tragique, déclarant leur dévastation face à la perte d'un mineur de charbon qui ne rentre pas chez lui après son quart de travail. Des inspecteurs de la sécurité du syndicat ont été déployés pour garantir une enquête approfondie et recommander des mesures pour prévenir de futurs incidents. Luke était plus qu'un simple mineur pour ceux qui le connaissaient. Sa famille, ses amis et ses collègues ont exprimé leur chagrin et partagé des souvenirs sur les réseaux sociaux. Sa mère, Yvette O'Brien, a parlé d'un cœur brisé par la perte de son fils. Son père, Terence O'Brien, a quant à lui posté sur la douleur de perdre son plus jeune fils après l'incident à la mine de Saraji, remerciant tous ceux qui ont offert leur soutien pendant cette période difficile. Glenn Payne, un ami des années scolaires de Luke, a partagé avec 7 News que Luke adorait les courses de vitesse, une passion qu'il partageait avec son père. Scotty Wedmeyer, un mécanicien de chantier, a pleuré la perte de leurs rencontres aux Mojos et sur la mine et au camp. Mick Ville, propriétaire de Ville Industrie, se souvenait de sa rencontre avec Luke, le décrivant comme l'un des meilleurs et se rappelant des moments de camaraderie lors de tâches difficiles. McCosker Gladstone Speedway a rendu hommage à l'enthousiasme de Luke pour les courses, notant qu'il concourait dans sa berline modifiée sur leur piste et qu'il était connu pour être un individu respectueux et apprécié. Ils ont exprimé que son décès représente une perte significative pour la communauté des courses, soulignant qu'il manquera profondément. O'Brien a souligné les dangers inhérents à l'exploitation minière et a déclenché un nouvel accent sur la sécurité dans l'industrie. Le président des actifs de BMA, Adam Lancet, a exprimé ses plus profondes sympathies et a souligné l'importance de la sécurité au travail, reconnaissant l'impact profond de la perte sur la famille, les amis et les collègues de Luke,
Le ministre des Ressources du Queensland, Scott Stewart, a abordé les implications plus larges de la tragédie, soulignant les attentes en matière de sécurité des travailleurs. Il a décrit l'incident comme un rappel déchirant des risques inhérents à l'exploitation minière, mettant l'accent sur l'importance des efforts continus pour garantir que les travailleurs rentrent chez eux. L'industrie est déterminée à mettre en œuvre des mesures significatives pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Mitch Hughes, président du district syndical, a promis une enquête approfondie, soulignant la détermination du syndicat à scruter chaque détail pour comprendre les circonstances de l'incident et élaborer des stratégies pour prévenir de futurs décès et blessures. C'était une journée ordinaire au début de février 2011 à Bradford, en Angleterre. Brian Depledge, un père de 2 enfants âgés de 38 ans, vaquait à ses tâches ménagères habituelles. Brian vivait paisiblement et sa routine consistait souvent à s'occuper de sa maison et de ses enfants. Ce jour-là, il était en train d'étendre du linge mouillé sur un séchoir, une tâche simple et quotidienne que beaucoup d'entre nous accomplissons sans y penser. Mais pour Brian, cette activité banale s'est transformée en un accident tragique et mortel. Brian Depledge était connu de sa famille et de ses amis comme une personne aimante et facile à vivre. Il avait une fille de 18 ans, Shawnee, et un fils de 11 ans, Ryan. Brian attendait avec impatience le mariage de Shawnee en avril, où il devait la conduire à l'hôtel. Il était également très proche de Ryan, qui souffrait d'hydrocéphalie. Malgré les défis, Brian était dévoué à ses enfants et travaillait dur pour subvenir à leurs besoins. Ce jour-là, Brian était seul dans son salon. Il venait de placer du linge mouillé sur le séchoir, également appelé clothes horse. Le séchoir était un simple étendoir en plastique, un objet courant dans de nombreux foyers. Alors qu'il arrangeait les vêtements, il trébucha sur un petit tabouret. Cela le fit tomber en arrière dans le séchoir. Tragiquement, la chute de Brian entraîna le coincement de son cou entre les barres de l'étendoir. L'accident se produisit rapidement. La réaction immédiate de Brian fut de se dégager, mais cela ne fit qu'empirer les choses. En se débattant, les barres se resserrèrent autour de son cou et de sa poitrine, créant ce que les experts ont décrit comme un effet de berceau de chat. L'inspecteur détective Mark Long, qui enquêta sur l'incident, expliqua que les tentatives de Brian pour se libérer avaient inconsciemment renforcé l'emprise du séchoir, rendant la situation encore plus critique. Les vêtements mouillés sur le séchoir ajoutèrent du poids et de la pression sur le cou de Brian, aggravant la compression et rendant sa respiration encore plus difficile. Le docteur Philip Batman, le pathologiste consultant qui pratiqua l'autopsie, décrivit les effets de l'incident comme similaires à une pendaison. Les poumons de Brian étaient congestionnés de liquide en excès, une condition compatible avec l'asphyxie. Des indentations profondes furent trouvées sur le côté droit de sa poitrine et de son cou, indiquant où les barres avaient appuyé sur son corps. Du sang fut également trouvé sur le visage de Brian, suggérant qu'il s'était débattu intensément pour se libérer. Le coroner, le professeur Paul Marks, enregistra un verdict de mort accidentelle. Il remarqua que, dans sa carrière, il n'avait jamais rencontré un cas similaire. La mort de Brian fut causée par une série de circonstances extraordinairement rares. Le professeur Marks souligna qu'une telle mort était probablement plus rare que d'être frappé par la foudre ou touché par une météorite. Shawnee, la fille de Brian, fut dévastée par la perte de son père. Elle le décrivit comme une personne adorable et facile à vivre, toujours là pour sa famille. Shawnee avait un lien spécial avec son père, plaisantant souvent avec lui à propos de son mariage à venir. Elle se souvenait de leurs blagues, où il disait qu'il la pousserait dans l'allée pour s'en débarrasser. Le jour de son mariage, Shawnee pensa à son père et ressentit sa présence à ses côtés, même s'il n'était pas physiquement là pour la conduire à l'hôtel. Ryan, le jeune fils de Brian, eut du mal à comprendre la mort soudaine de son père. Sa grand-mère, June Evans, expliqua que Ryan n'arrêtait pas de demander quand il pourrait revoir son père. Selon la Royal Society for the Prevention of Accidents, la plupart des accidents domestiques impliquaient des chutes, des brûlures, des coupures et des empoisonnements. Cependant, les circonstances entourant la mort de Brian soulignent l'imprévisibilité des accidents et l'importance d'être prudent, même lors d'activités routinières. Lorsque Brian est tombé dans le séchoir, son instinct immédiat fut de s'échapper. Ce combat instinctif n'a fait qu'aggraver la situation, menant à un cercle vicieux où plus il se débattait, plus les barres se resserraient. Ce scénario tragique suggère la nécessité de rester calme et de réfléchir stratégiquement en cas d'urgence, bien que maintenir un tel sang-froid puisse être incroyablement difficile en état de panique. En août 2014, un chef nommé Peng Fan, qui travaillait à Foshan dans la province du Guangdong en Chine, est tragiquement décédé d'une manière inhabituelle. Peng préparait un plat comprenant de la viande de cobra, cracheur indo-chinois, un serpent connu pour son venin mortel.
Ce plat est considéré comme un mets délicat dans certaines régions d'Asie. Ce jour-là, Peng avait déjà tranché la tête du serpent et s'occupait de préparer le reste du corps pour cuisiner une soupe. La tête du serpent avait été mise de côté pendant que Peng poursuivait son travail. Environ 20 minutes plus tard, il voulut jeter la tête à la poubelle pensant qu'elle ne présentait plus de danger. Mais à sa grande surprise, la tête sectionnée mordit soudainement sa main, injectant du venin. Le venin du cobra cracheur indo-chinois est extrêmement puissant. Il contient des neurotoxines qui attaquent le système nerveux, provoquent une paralysie et finissent par arrêter la respiration de la victime. Dans le cas de Peng, le venin commença à agir presque immédiatement. Il n'eut ni le temps de réagir, ni de demander de l'aide avant que son système respiratoire ne se bloque. Les clients du restaurant savouraient leur repas, inconscients de ce qui se passait en cuisine. Mais soudain, des cris et un grand bruit se firent entendre à l'arrière. Linson, un client qui fêtait l'anniversaire de sa femme ce jour-là, décrivit plus tard le chaos. « Nous étions en train de manger quand tout à coup, nous avons entendu beaucoup de bruit. Nous ne savions pas ce qui se passait, mais on entendait des gens crier dans la cuisine. Se rendant compte que quelque chose de grave se produisait, le personnel du restaurant appela un médecin. Malheureusement, lorsque l'aide médicale arriva, il était déjà trop tard. Peng Fan était mort des suites du venin. La rapidité d'action du venin laissait peu de temps pour intervenir et sans antidote, il n'y avait rien à faire. Un porte-parole de la police qualifia l'incident de « cas hautement inhabituel », expliquant qu'une fois le venin en circulation, il n'y avait plus de chance de sauver Peng. Seul l'antidote aurait pu aider, mais il n'a pas été administré à temps. C'était juste un tragique accident. Des experts expliquèrent par la suite comment cela avait pu se produire. Yang Hongchang, un expert en serpents avec 40 ans d'expérience, précisa que les reptiles, y compris les serpents, peuvent encore bouger pendant un court moment après la décapitation ou l'amputation d'une partie de leur corps. Quand on coupe la tête d'un serpent, il est techniquement mort puisque ses fonctions vitales s'arrêtent, mais certains réflexes peuvent encore se produire, expliqua-t-il. Cela signifie qu'une tête de serpent peut encore mordre et injecter du venin même après la mort, comme ce fut le cas pour Peng. Le cobra cracheur indo-chinois, le serpent manipulé par Peng, est particulièrement dangereux en raison de sa morsure venimeuse et de sa capacité à projeter du venin avec précision. Son venin peut causer de graves dommages, voire la mort, comme le montre l'histoire de Peng. Même après avoir été décapité, les réflexes du serpent lui ont permis de mordre et de tuer Peng, prouvant à quel point ces créatures restent dangereuses, même après leur mort. Dans certaines régions d'Asie, la viande de serpent est réputée avoir des bienfaits pour la santé et est souvent utilisée en médecine traditionnelle. Dans la province du Guangdong, où travaillait Peng, on consomme de la viande de serpent depuis des siècles et elle est considérée comme une délicatesse. On pense qu'elle peut guérir diverses maladies et renforcer le corps. Toutefois, ces croyances n'éliminent pas les dangers bien réels liés à la préparation et à la consommation de ces animaux dangereux. Le restaurant où travaillait Peng resta sous le choc après sa mort. Les clients présents ce jour-là garderont probablement à jamais le souvenir de cette tragédie survenue en cuisine. Ce qui avait commencé comme un repas ordinaire s'est terminé par la perte brutale d'une vie. Darren Hickey était un organisateur de mariage de 51 ans, originaire de Bolton en Angleterre, qui avait surmonté des défis majeurs dans sa vie. 7 ans auparavant, il avait subi un grave accident vasculaire cérébral qui avait affecté sa capacité à bouger et à parler. Malgré ces difficultés, Darren avait trouvé un nouveau but en se consacrant au travail caritatif pour lequel il avait reçu un prix du courage décerné par l'association des AVC. Et juste au moment où tout semblait se stabiliser, tout a dérapé. Le 4 avril 2019, vers 16h, alors qu'il travaillait sur un site de mariage, un chef lui a offert un petit gâteau de poisson à goûter. Malheureusement, le gâteau était extrêmement chaud et a brûlé l'arrière de sa gorge. Au fil de l'après-midi, la douleur s'est intensifiée, ce qui a poussé Darren à se rendre au service des urgences de l'hôpital de Chorley dans le Lancashire. Le personnel médical lui a prescrit des antidouleurs et lui a conseillé de revenir si son état s'aggravait. Darren est alors rentré chez lui pour se reposer. Cependant, la situation s'est encore détériorée plus tard dans la soirée. Vers 21h, le partenaire de Darren, Neil Parkinson, l'a découvert en train de s'étouffer dans leur chambre. Dans une tentative désespérée de l'aider, Neil a frappé le dos de Darren, espérant dégager ce qui obstruait sa respiration. Malgré ses efforts, Darren s'est effondré au sol. Neil Parkinson a immédiatement appelé les secours et les ambulanciers sont rapidement arrivés sur place, administrant les premiers soins et transportant Darren à l'hôpital Royal Bolton. Malgré leurs efforts, Darren a tragiquement été déclaré mort peu après minuit. Ce qui est choquant, c'est que tout cela s'est déroulé en moins de 12 heures après qu'il ait goûté
le gâteau de poisson qui avait provoqué de graves brûlures dans sa gorge. Le gonflement dans la gorge de Darren, en particulier autour de son larynx, a empiré au fil des heures suivant l'incident, finissant par bloquer sa respiration. Une enquête sur la mort soudaine et inhabituelle de Darren a révélé que les dommages internes à sa gorge étaient si profonds qu'il fallait du matériel spécialisé pour les observer, montrant à quel point sa gorge avait été gravement brûlée. Lors de l'enquête, le pathologiste, le docteur Patrick Wu, qui a mené l'autopsie, a déclaré que de tels symptômes extrêmes étaient généralement observés chez les victimes d'incendies domestiques ayant inhalé de la fumée chaude. Il a souligné que rencontrer une réaction aussi grave à la suite de l'ingestion d'un aliment chaud n'était pas une situation courante. Au départ, Darren Hickey semblait bien se remettre après l'incident avec le gâteau de poisson brûlant. Pourtant, le gonflement de sa gorge a rapidement empiré, entraînant des complications sévères. Le coroner a soulevé des inquiétudes quant au niveau de soins prodigués par le service d'urgence de l'hôpital géré par GTD Healthcare. Ce service est conçu pour alléger la pression sur les services d'urgence traditionnels. Un praticien avait contacté un spécialiste de l'unité ORL. Cependant, l'absence de brûlures visibles sur la bouche et la langue de M. Hickey a compliqué l'identification immédiate de l'étendue des dommages. Finalement, la mort de Darren a été qualifiée d'accidentelle, causée par une asphyxie. L'enquête a souligné la nécessité d'une prise de conscience accrue et, potentiellement, de revoir les protocoles pour traiter de telles réactions inhabituelles mais graves. Le 27 août 2019, dans le désert d'Alvord, en Oregon, Jessie Combs, une Américaine de 39 ans, pilote de vitesse en voiture à réaction, connue par ses fans comme la femme la plus rapide sur 4 roues, tentait de battre un record de vitesse terrestre. Jessie avait toujours été passionnée par la vitesse et la recherche de nouvelles limites. Ce jour-là, elle était déterminée à entrer dans l'histoire en dépassant le record établi par Kitty O'Neill en 1976. Mais cette tentative serait sa dernière. Jessie était une figure éminente dans le sport de niche qu'est la course en voiture à réaction. Son rêve était de devenir la femme la plus rapide sur Terre, un objectif qu'elle poursuivait depuis 2012. Elle était déjà la femme la plus rapide sur 4 roues, record de 632 km/h en 2013. Cependant, des problèmes mécaniques l'avaient empêché de recevoir une reconnaissance officielle pour des courses plus rapides. Ce jour-là, Jessie visait à battre le record de 823 km/h établi par O'Neill. Elle se réveilla avec une alarme qui déclarait « Faisons l'histoire » et se dirigea vers le lit de lac asséché dans le désert d'Alvord, en Oregon, avec son équipe. Jessie faisait partie du projet North American Eagle, ou NAE, une entreprise ambitieuse. L'équipe avait converti un avion de chasse Lockheed F-104, Starfighter en voiture, capable de vitesse incroyable grâce à son moteur à réaction de 52 000 chevaux. Le petit ami de Jessie et membre de l'équipe, Terry Madden, était avec elle. Il documentait la journée avec des photos et des vidéos capturant l'excitation et la détermination de Jessie. Malgré plusieurs courses réussies plus tôt, Jessie avait exprimé des inquiétudes concernant la sécurité. Elle et Madden avaient prévu de se rendre dans une maison à Lake Tahoe la nuit suivante, mais elle décida de faire une dernière course l'après-midi pour confirmer son record et puis s'en éloigner pour de bon. Alors que Jessie effectuait sa dernière course, la voiture atteignit une vitesse incroyable de 841,3 km/h, dépassant le précédent record. Cependant, la tragédie survint lorsque l'assemblage de la roue avant échoua. Alors que Jessie décélérait juste après la fin de la course, l'assemblage se disloqua et des débris pénétrèrent dans les baies électroniques et mécaniques derrière elle, provoquant un accident catastrophique. Jessie fut déclarée morte sur le coup. Les détails exacts de l'accident étaient encore inconnus, mais le bureau du shérif du comté de Harney confirma sa mort. Terry Madden fut le premier à arriver sur les lieux. Il partagea plus tard son chagrin sur Instagram, révélant qu'ils avaient fait tout leur possible pour la sauver. Elle était connue non seulement pour ses exploits en course, mais aussi pour son travail en tant que métallurgiste et personnalité télévisée. Elle était apparue dans des émissions comme Extreme 4x4, Overhaulin et Mythbusters. Sa personnalité enthousiaste, son sourire éclatant et sa poursuite incessante de ses rêves avaient inspiré beaucoup de gens, en particulier les jeunes filles et les femmes. Dans les jours qui suivirent sa mort, les hommages affluèrent de la part de fans, d'amis et de collègues. Sa famille publia un communiqué, se souvenant de son sourire éclatant, de sa positivité et de sa poursuite tenace de la réalisation de ses rêves. Ils soulignèrent à quel point elle avait vécu sans peur et avait laissé une empreinte sur tous ceux qui la connaissaient. Le but de Jessie de devenir la femme la plus rapide sur Terre fut reconnu par le Guinness World Records après son décès. Ils mirent à jour leur site web, reconnaissant son nouveau record de 841,338 km/h. Jessie devint la première personne à battre le record en plus de 40 ans.
L'hommage de Madden à Jesse fut émouvant. Il publia un collage de photos et de vidéos de leur temps ensemble, exprimant à quel point il était fier d'elle. Il mentionna que, malgré la douleur de l'avoir perdue, il continuerait d'honorer son héritage et de faire le bien en sa mémoire. C'était le 23 octobre 2017, dans le petit village côtier de Kuala Sanglang, au nord de la Malaisie. Le festival des 9 dieux empereurs, une grande célébration taoïste, battait son plein et des foules s'étaient rassemblées pour assister à divers rituels, dont celui effectué par Limba, un célèbre médium taoïste. Âgé de 68 ans, Lim était connu pour son endurance physique exceptionnelle et était devenu une légende locale grâce à son rituel appelé « vapeur humaine ». Dans ce numéro, il s'asseyait à l'intérieur d'un grand wok en métal et endurait d'être cuit à la vapeur vivant, montrant ainsi sa force spirituelle. Lim avait captivé ses adeptes avec ce rituel dangereux pendant plus d'une décennie. Beaucoup y voyaient un puissant symbole de foi et cela attirait les foules, fascinées par l'invulnérabilité perçue de Lim. Cependant, sa famille était profondément préoccupée. Lim avait subi une opération cardiaque l'année précédente et sa santé était en déclin. Son fils, Kang Wai, et sa fille, Wei Ling, lui avaient supplié de cesser. Il prenait des médicaments pour l'hypertension et ne se sentait pas bien avant l'événement. Lim insistait pour continuer la performance. À 22 h, Lim prit sa position habituelle dans le grand wok. Assis en position de lotus, il joignit les mains en prière et un immense couvercle en acier fut placé sur le dessus. Le feu en dessous commença à chauffer le wok, et des aliments comme du maïs, du riz et des petits pains furent cuits à la vapeur à ses côtés. C'était à la fois un rituel religieux et un divertissement pour le public, qui regardait la vapeur s'élever du wok. Tout semblait normal au départ, avec Lim assis calmement à l'intérieur, comme il l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Son précédent record était de 75 minutes, et personne ne s'attendait à ce que cela se passe différemment cette fois. Cependant, après 30 minutes, des bruits étranges se firent entendre à l'intérieur du wok. Ce qui avait commencé par des sons doux devint rapidement des coups frénétiques. Lim, auparavant calme, était maintenant en détresse. La panique se répandit dans la foule alors que le fils de Lim et d'autres se précipitaient pour soulever le couvercle. Lim fut trouvé inconscient, avec de graves brûlures couvrant son visage, ses mains et son corps. Il avait subi un arrêt cardiaque et bien que des efforts aient été faits pour le réanimer, ils furent vains. Lim fut déclaré mort sur les lieux et la cause du décès fut déterminée comme étant une crise cardiaque aggravée par les brûlures qu'il avait subies. La nouvelle de la mort de Lim choqua la communauté locale qui le considérait depuis longtemps comme un leader spirituel presque invincible. Cependant, sa famille avait toujours craint que ce jour ne vienne. Son fils avait exprimé qu'ils avaient maintes fois insisté pour qu'il arrête, connaissant les risques, surtout après sa chirurgie. Sa fille, Wei Ling, nota que bien qu'il chérisse l'admiration de ses adeptes, la famille s'inquiétait constamment pour sa sécurité. Suite à la mort de Lim, les responsables taoïstes prirent leur distance par rapport au rituel, certains expliquant qu'il ne faisait pas partie de la pratique taoïste traditionnelle, mais était plutôt une ofashu, une performance magique qui testait l'endurance physique. Tan Hochio, président de la Fédération des associations taoïstes de Malaisie, souligna que bien que de tels exploits puissent attirer des croyants, ils étaient dangereux et non recommandés. La mort de Lim attira l'attention sur les risques des rituels extrêmes. La Malaisie, connue pour sa diversité religieuse, a une longue histoire d'actes religieux basés sur l'endurance. Cependant, cet incident souligna le danger potentiel de pousser le corps au-delà de ses limites, même au nom de la foi. Pour la famille de Lim, le chagrin était accablant. Ils étaient toujours conscients des risques, mais sa dévotion envers ses adeptes et sa croyance en sa force spirituelle avaient toujours surpassé leurs inquiétudes. Wei Ling nota qu'il avait pratiqué ces rituels si longtemps qu'il n'avait jamais imaginé que cela se terminerait de cette manière. Au final, beaucoup se demandaient pourquoi Lim avait continué le rituel malgré sa santé déclinante. Après avoir subi une opération cardiaque et étant sous traitement pour l'hypertension, il était évident que son corps n'était plus capable de supporter de telles conditions extrêmes. Néanmoins, sa croyance dans le pouvoir du rituel et sa détermination à continuer se révélèrent finalement trop pour son corps affaibli à supporter, entraînant son effondrement prématuré. Le 21 décembre 2013, à McLeod, en Oklahoma, Denver, Lee Sinclair, un homme de 58 ans, a été retrouvé mort chez lui dans des circonstances que personne n'aurait pu imaginer. La police a découvert son corps avec la ceinture de son sous-vêtement tirée par-dessus sa tête. Cette méthode inhabituelle et troublante de décès a été identifiée plus tard comme une wedgie atomique. L'auteur de cet acte était son beau-fils de 33 ans, Brad Davis, un ancien marine.
Les événements qui ont conduit à cet incident choquant sont aussi tragiques que déconcertants. Brad Davis entretenait une relation difficile avec son beau-père, Denver Lee Sinclair. La tension entre eux couvait depuis des années. Sinclair était connu pour être violent, notamment envers sa femme, Tricia Sinclair, la mère de Brad. En 2008, Tricia avait déposé une ordonnance de protection permanente contre Denver, affirmant qu'il l'avait attrapé par le cou et l'avait jeté à travers une porte de salle de bain. Le couple avait tenté de divorcer à plusieurs reprises. Cet environnement agressif a sans doute contribué à la relation tendue entre Brad et son beau-père. Le soir du 21 décembre 2013, Brad Davis rendit visite à sa mère et à son beau-père. Sa mère, Tricia, était à l'hôpital en train de se remettre d'une opération de la hanche, laissant les deux hommes seuls. Ils ont passé la soirée à boire, ce qui n'a fait qu'exacerber l'atmosphère déjà tendue. Selon Davis, l'altercation a commencé lorsque Denver a dit du mal de Tricia, ce qui l'a irrité. Alors que la dispute s'intensifiait, Denver aurait tenté de frapper Brad. En réponse, Davis se défendit. Il prétendit que son beau-père l'avait attaqué et qu'il avait agi en légitime défense. La situation a rapidement dégénéré. Au cours de la lutte, Davis assomma Denver. Dans un moment de rage et de désespoir, Brad tira la ceinture du sous-vêtement de Denver par-dessus sa tête, créant la célèbre wedgie atomique. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle trouva Denver Lee Sinclair mort, avec la ceinture de son sous-vêtement enroulée autour de son cou. Le shérif du comté de Potawatomi, Mike Booth, déclara « Je n'avais jamais vu cela auparavant, mais quand nous avons examiné la victime pour la première fois, nous avons vu que la ceinture de son sous-vêtement était autour de son cou. L'examen initial révéla que Denver était mort d'asphyxie et de traumatisme contondant à la tête. Brad Davis tenta d'abord de dissimuler ses actions. Il modifia la scène du crime pour qu'elle semble montrer une simple bagarre. Cependant, une enquête plus approfondie révéla des preuves suggérant que la situation était bien plus grave qu'une simple altercation. Des messages textes entre Davis et un ami indiquaient qu'il avait l'intention de confronter Denver et qu'il n'avait rien à perdre. Ces preuves, combinées aux conclusions physiques, ont conduit les autorités à croire que la mort de Denver n'était pas accidentelle. Brad Davis fut arrêté et inculpé de meurtre au premier degré. Au cours de la procédure judiciaire, Davis affirma qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer son beau-père. Il décrivit l'incident comme un accident tragique, déclarant « Je n'avais aucune intention de tuer cet homme, je n'aurais jamais pensé que cela pouvait arriver ». Il exprima qu'il s'était défendu et que les choses avaient été dégénérées dans la chaleur du moment. L'affaire attira une attention médiatique considérable et Davis fut surnommé le Wedgie Killer. Les procureurs soutinrent que Davis avait agi avec malveillance. Ils présentèrent les messages textes et un détail troublant. Davis avait pris des photos de Denver inconscient sur le sol, dépeignant une intention d'humiliation. En mai 2015, Davis plaida coupable d'homicide involontaire au premier degré dans le cadre d'un accord de plaidoyer pour éviter un procès. Lors de l'audience de mitigation, il réitéra qu'il était paniqué, en colère et effrayé, et que c'était comme un mauvais rêve. Le 16 juillet 2015, Brad Davis fut condamné à 30 ans de prison. Le juge prit en compte la gravité du crime et les preuves de l'intention de Davis de confronter et d'humilier son beau-père. La sentence refléta la conviction du tribunal que les actions de Davis n'étaient pas simplement un accident tragique, mais le résultat d'années de tensions accumulées. La fille de Denver Lee Sinclair, Carol Sinclair, et sa nièce, Tonya Renee Lester Dawson, se souvenaient d'un individu unique qui aimait les motos. Elles créèrent une page Facebook en sa mémoire où amis et familles partagèrent leurs chagrins et leurs souvenirs. Les événements tragiques ont également conduit à une discussion plus large sur la dynamique des relations abusives et les effets à long terme de tels environnements sur les individus. L'affaire de Brad Davis mit en lumière les conséquences extrêmes qui peuvent découler d'années de conflits non résolus et d'abus. Ce jour du 11 avril 1996, à Cheyenne, dans le Wyoming, Jessica Dubroff, une petite fille de 7 ans originaire de Falmouth, dans le Massachusetts, tentait de battre un record en devenant la plus jeune pilote à traverser les États-Unis. Elle était accompagnée de son père, Lloyd Dubroff, 57 ans, et de Joe Reed, un instructeur de vol à temps partiel et courtier en bourse à temps plein âgé de 52 ans. Ils étaient à bord d'un Cessna 167B. Entreprenant un voyage qu'ils avaient appelé le vol de mer à mer étincelante, un ambitieux périple de 6900 miles d'un océan à l'autre. Le voyage de Jessica avait commencé le 10 avril, au départ de Half Moon Bay, en Californie. Il prévoyait d'atteindre la côte Est en 8 jours en faisant de nombreuses escales pour des interviews avec les médias. Lloyd Dubroff, qui jouait le rôle de publiciste, avait créé un itinéraire chargé, rempli d'interviews tôt le matin et de longues heures de vol.
La famille avait attiré une attention médiatique considérable et l'histoire de Jessica captivait la nation. On la voyait souvent dans des vidéos assise sur un siège rehausseur dans le cockpit, utilisant des rallonges de pédales de gouvernail, les deux mains sur le manche, guidée par les instructions de Red. Le père de Jessica, Lloyd, était la force motrice derrière cette entreprise. Bien qu'il n'ait pas de certificat de pilote, il planifiait l'itinéraire et gérait les engagements médiatiques. Il visait à faire de Jessica une sensation nationale, distribuant des casquettes de mer à mer étincelantes et enregistrant le voyage pour ABC News. Cependant, l'avion était en surcharge et le calendrier ambitieux de Lloyd laissait peu de place au repos. Le matin du 11 avril, la météo à Cheyenne se détériorait. Un orage approchait, apportant de fortes pluies, des vents violents et de la grêle. Red, malgré sa fatigue des jours précédents, décida de continuer pour respecter le calendrier des engagements médiatiques. L'avion, déjà en surcharge, faisait face à des défis supplémentaires dus à l'altitude élevée de Cheyenne, environ 6670 pieds. Red avait accumulé 1484 heures de vol, principalement le long de la côte californienne, avec une expérience limitée en vol en haute altitude. Jessica avait environ 33 heures de formation en vol avec Red, mais l'idée qu'elle soit la seule pilote relevait plus d'un coup de publicité que de la réalité. Même avant l'accident, la Federal Aviation Administration et le Guinness Book of Records avaient exprimé des préoccupations concernant la promotion de vols dangereux dans la quête de records. Des témoins à l'aéroport régional de Cheyenne ont vu le Cessna lutter pour prendre de l'altitude après avoir décollé de la piste 30. L'avion a à peine dépassé 400 pieds avant de commencer à virer à droite. Quelques instants plus tard, il s'est écrasé nez le premier dans une rue résidentielle, à environ 9600 pieds de la fin de la piste. L'impact fut violent et les 3 occupants furent tués sur le coup. Le site du crash était une scène horrible. La section avant du nez et la cabine avant étaient écrasées et le carburant des ailes s'était répandu bien qu'il n'y ait pas eu d'incendie. L'enquête du NTSB a révélé que Red était aux commandes au moment de l'accident et que l'avion volait dans des conditions difficiles. Vent fort, pluie, grêle et faible visibilité. Les conséquences de l'accident ont conduit à une forte indignation publique et à des changements législatifs. L'ancien président Clinton a signé la loi sur la sécurité des pilotes enfants qui interdisait aux personnes non licenciées de tenter de battre des records ou de participer à des compétitions aéronautiques. Cette loi visait à prévenir des tragédies similaires en veillant à ce que seuls les pilotes qualifiés puissent piloter des avions dans de tels contextes. Le 24 mars 1975, Alex Mitchell, un maçon de 50 ans vivant à Kings Lynn, dans le Norfolk, passa une journée comme les autres. Après le travail, il rentra chez lui pour dîner, impatient de se détendre devant la télévision. Ce soir-là, son émission préférée, The Goodies, était diffusée. L'épisode s'intitulait Kung Fu Capers. The Goodies était une émission humoristique britannique populaire, connue pour son humour absurde et parfois farfelu. L'épisode de ce soir-là comportait une scène où un personnage déguisé en écossais utilisait des cornemuses comme arme lors d'un combat d'arts martiaux parodique contre un autre personnage brandissant un boudin noir. La scène était complètement loufoque et hilarante, et Alex la trouva irrésistiblement drôle. Assis dans son salon, il se mit à rire, et il n'arrêta plus. Les minutes passaient, mais Alex continuait de rire. Pendant 25 minutes, il rit sans pouvoir se contrôler. Ses éclats de rire résonnaient dans toute la maison tandis que sa femme, Nessie, l'observait avec étonnement. Puis soudain, quelque chose de terrible se produisit. Alors qu'Alex laissait échapper un dernier éclat de rire, il s'effondra brutalement sur le canapé. Son rire s'était arrêté, tout comme son cœur. Alex Mitchell mourut ce soir-là d'un arrêt cardiaque dans son salon. Les médecins pensèrent que son rire incontrôlable avait déclenché une crise cardiaque ou un AVC. C'était une fin incroyable et difficile à croire, mais elle avait bel et bien eu lieu. L'idée que quelqu'un puisse mourir de rire semblait presque impossible, et pourtant, c'était arrivé. Dans les jours qui suivirent, Nessie, la veuve d'Alex, contacta les acteurs de The Goodies. Malgré la tragédie, elle tenait à les remercier d'avoir rendu les derniers instants de son mari si joyeux. Elle leur écrivit une lettre pour exprimer sa gratitude pour le bonheur qu'ils avaient apporté dans la vie d'Alex. Pendant des années, la mort d'Alex Mitchell resta un mystère. Ce n'est qu'en mai 2012, soit 37 ans plus tard, qu'une possible explication émergea. La petite fille d'Alex, Lisa Cork, fit un arrêt cardiaque presque fatal à l'âge de 23 ans. Elle fut plongée dans un coma artificiel et après de nombreux tests, les médecins diagnostiquèrent chez elle un syndrome du QT long. Le syndrome du QT long est un trouble génétique qui affecte l'activité électrique du cœur. Il peut provoquer des battements cardiaques irréguliers, entraînant des évanouissements, des convulsions ou même une mort subite. Ce syndrome est souvent déclenché par des émotions intenses ou un effort physique.
Dans le cas de Lisa, il était probablement à l'origine de son arrêt cardiaque. Ce diagnostic poussa les médecins à réexaminer la mort d'Alex Mitchell. Ils soupçonnèrent qu'il souffrait lui aussi du syndrome du Q-T-long, ce qui expliquerait pourquoi son cœur avait lâché en pleine crise de rire. Le syndrome étant héréditaire, il est possible que le gène ait été transmis dans la famille. Cette découverte apporta un peu de clarté à la famille de Mitchell. Elle les incita également à se faire dépister pour prévenir d'éventuelles tragédies. Lisa fut équipée d'un défibrillateur cardiaque interne pour réguler son rythme cardiaque et d'autres membres de la famille lui furent testés pour savoir s'ils portèrent le même gène. Bien que la mort d'Alex Mitchell demeure l'une des plus étranges de l'histoire médicale, elle rappelle aussi combien la vie peut être fragile. Le rire est généralement bénéfique, mais dans de rares cas, il peut être fatal, surtout pour ceux souffrant de problèmes de santé sous-jacents. C'était une nuit froide en 2004 et le monde était confronté à une crise sanitaire mondiale. Taïwan, comme de nombreux pays, luttait contre le syndrome respiratoire aigu sévère ou SRAS, un virus mortel qui avait fait des centaines de victimes. Dans ce contexte, une femme de 45 ans, terrorisée à l'idée de tomber malade, prit des mesures drastiques. Elle croyait qu'un bain dans une baignoire remplie d'éthanol à 40,5% la protégerait du virus. Malheureusement, sa tentative de se protéger eut des conséquences fatales. Vers 23 h, la femme remplit sa baignoire d'éthanol et y entra, pensant que cela agirait comme une barrière contre le SRAS. Sa famille, ignorante de ses actions, poursuivit sa soirée. Le lendemain matin, ils la trouvèrent dans la baignoire, sans vie. Il était 11 h et il était déjà trop tard. À première vue, il ne semblait rien d'inhabituel dans sa mort. Sa tête était au-dessus de l'éthanol et il n'y avait aucun signe de traumatisme ou de noyade. Les enquêteurs ne trouvèrent aucune preuve de drogue et son estomac était vide, écartant la consommation d'alcool. Pourtant, sa concentration d'alcool dans le sang CAS était alarmante, à 1,35%. Pour donner un ordre d'idée, une CAS de 0,4% peut être mortelle. Comment a-t-elle pu atteindre un niveau aussi élevé sans avoir bu? La réponse résidait dans l'absorption par la peau. Normalement, la peau n'absorbe pas suffisamment d'alcool pour causer des dommages. Mais dans ce cas, la femme avait été immergée dans l'éthanol pendant près de 12 heures. Avec le temps, son corps avait absorbé une quantité significative d'alcool à travers sa peau. De plus, elle avait probablement inhalé des vapeurs d'alcool, ce qui a accéléré le processus. À mesure que sa CAS augmentait, l'alcool commença à affecter son système nerveux central. Lorsque sa CAS atteignait 0,1% à 0,2%, elle était probablement désorientée et incapable de bouger. Elle ne pouvait probablement pas sortir de la baignoire, se laissant piéger alors que son corps continuait d'absorber plus d'alcool. Finalement, sa CAS atteignit le niveau fatal de 1,35%. Lorsque sa famille la trouva, il n'y avait rien à faire. Ce cas rare a stupéfié la communauté médicale. L'intoxication alcoolique par absorption cutanée est presque inconnue chez les adultes. Cependant, l'exposition prolongée de la femme à l'éthanol et sa décision d'utiliser une concentration aussi élevée ont créé une situation dangereuse. Les chercheurs qui ont examiné le cas ont estimé qu'elle avait absorbé environ 1,5 litre d'éthanol, suffisant pour la tuer. L'épidémie a déclenché une peur généralisée, poussant les gens à prendre des mesures extrêmes pour se protéger. À Taïwan, plus de 660 cas de SRAS ont été signalés et 73 personnes sont mortes. La femme, comme beaucoup d'autres, a été prise dans la panique, mais sa tentative désespérée d'éviter l'infection s'est terminée en tragédie. Malheureusement, ce cas n'est pas unique. En période de crise, les gens ont souvent recours à des méthodes dangereuses par peur. Par exemple, pendant la pandémie de Covid-19, certaines personnes ont ingéré ou injecté des substances nocives dans une tentative de se protéger du virus. À la suite de la mort de la femme, les responsables de la santé publique ont exhorté le public à éviter les remèdes non vérifiés. L'Organisation mondiale de la santé a précisé que, bien que les désinfectants pour les mains à base d'alcool tuent efficacement les germes, la quantité d'alcool absorbée par la peau lors d'une utilisation normale est sûre. Ils ont averti contre le bain dans l'alcool ou son utilisation de manière dangereuse. Ce cas nous rappelle les dangers de la désinformation et de la panique. Dans sa tentative de se protéger du SRAS, la femme s'est involontairement mise en plus grand danger. Sa mort a été une issue tragique et évitable, soulignant l'importance de suivre des conseils fiables et fondés sur des preuves scientifiques en période de crise sanitaire. C'était le 4 janvier 1967 sur Coniston Water dans le Lake District en Angleterre.
Donald Campbell, un passionné de vitesse de 45 ans, était aux commandes de son hydroplane à moteur à réaction, le Bluebird K7. Campbell tentait de battre son propre record mondial de vitesse sur l'eau, un exploit qu'il avait déjà accompli 7 fois auparavant. En ce matin clair et froid, les enjeux étaient élevés et la pression intense. Campbell avait affronté 9 semaines de mauvais temps et de panne de moteur, mais la journée s'annonçait prometteuse. Le Bluebird K7, un hydroplane élégant avec une structure en acier et une carrosserie en aluminium, était une merveille d'ingénierie. Conçu par Ken et Lou Norris, il était équipé d'un moteur à turboréacteur axial Metropolitan Vickers Beryl capable de produire 3500 livres de poussée. Le bateau, avec son agencement distinctif en forme de fourchette à cornichon, était unique en son genre et avait apporté à Campbell de nombreux succès sur l'eau. À 8h45, alors que la surface du lac semblait lisse, le Bluebird fut mis à l'eau. Campbell, connu pour son sang-froid, fit un signe de pouce levé avant de commencer sa première course. Se dirigeant vers le sud, il atteignit une moyenne de 297 miles à l'heure sur le kilomètre mesuré. Pour battre le record, il devait atteindre une moyenne de 300 miles à l'heure lors du retour. Après une brève pause, Campbell entama sa deuxième tentative. Alors que le Bluebird accélérait vers le nord, de légères ondulations troublèrent l'eau. La voix de Campbell résonna à la radio. « Elle trace !» indiquant que le bateau avançait rapidement. Quelques instants plus tard, il ajouta « Pleine puissance », suivi de « L'eau n'est pas bonne, je ne vois pas grand-chose ». Ces derniers mots furent glaçants. « Je suis à l'envers, puis elle part ». À plus de 300 miles à l'heure, le nez du Bluebird se souleva, faisant basculer le bateau en arrière. Il se retourna à 50 pieds dans les airs, puis s'écrasa nez en premier dans l'eau. Un énorme rideau de vapeur monta et retomba, et le Bluebird disparut. Des plongeurs tentèrent de récupérer le corps de Campbell des profondeurs de Coniston Water, mais il manquait d'équipement adéquat. Seuls quelques sacs de flottabilité en plastique et les 2 flotteurs furent récupérés. Les recherches pour retrouver le corps de Campbell reprendraient le lendemain avec un meilleur équipement. Ce soir-là, Tonya Byrne, l'épouse de Campbell et artiste de cabaret, arriva de Londres, remplie de chagrin. Campbell avait toujours connu les risques de ces poursuites à grande vitesse. Il disait souvent que si le nez du Bluebird se soulevait, ne serait-ce qu'un peu, la catastrophe s'ensuivrait. L'accident s'est produit à seulement 200 mètres de la fin du kilomètre mesuré, à une vitesse trop élevée pour que le Bluebird puisse la gérer en toute sécurité. La quête de Campbell pour un nouveau record s'est terminée tragiquement, mais il détenait toujours le record à 276,38 miles à l'heure établi en Australie en 1964. L'héritage de Donald Campbell ne se résumait pas à ces records. Fils de Sir Malcolm Campbell, un autre détenteur de records de vitesse, il avait passé sa vie à poursuivre la vitesse sur terre et sur l'eau. Son parcours a commencé en 1949 lorsqu'il a tenté de battre des records en utilisant le bateau de son père, le Bluebird K4. Malgré des échecs initiaux, la détermination de Campbell ne faiblit jamais. En 1953, Campbell développa le Bluebird K7, le premier bateau à réaction réussie au monde. Entre 1955 et 1964, il établit 7 records mondiaux de vitesse sur l'eau, repoussant les limites du possible. Son record de 1955, à Ullswater, fut le premier à dépasser les 200 miles à l'heure, et ses records suivants à Coniston Water devinrent des événements annuels marquants. L'ambition de Campbell l'amena également à tenter de battre le record de vitesse sur Terre en Australie, où il dut faire face à de nombreux défis mais réussit à établir un nouveau record en 1964. Tout au long de sa carrière, le Bluebird K7 subit de nombreuses modifications pour améliorer sa stabilité et sa vitesse, reflétant la quête incessante de perfection de Campbell. Après le tragique accident de 1967, le Bluebird K7 resta submergé dans Coniston Water pendant des décennies. En 2001, l'épave et le corps de Campbell furent finalement récupérés. L'hydroplane subit une restauration minutieuse par l'ingénieur de Tyneside Bill Smith, déclenchant une longue bataille juridique sur sa propriété. En 2018, le Bluebird K7 retourna à l'eau en Écosse, atteignant des vitesses de 150 miles à l'heure. Des milliers de spectateurs, dont la fille de Campbell, Gina, assistèrent à la renaissance du bateau restauré. Cet événement émotionnel marqua une étape significative dans le parcours de l'hydroplane. Le musée Ruskin à Coniston abrite désormais le Bluebird K7 et des projets sont en cours pour faire naviguer à nouveau le bateau sur Coniston Water. Le musée, qui a construit une aile spéciale pour le Bluebird, vise à honorer l'héritage de Campbell et son lien avec la communauté locale. Sam Ballard était un joueur de rugby dynamique de 19 ans, originaire de Sydney en Australie, plein de promesses et d'enthousiasme. Un week-end de 2010, il se trouvait chez son ami Jimmy Galvin, profitant d'une soirée tranquille autour d'une dégustation de vin rouge, quand Sam prit une décision qui allait changer sa vie. Quelle était-elle ?
Alors qu'ils s'amusaient, un escargot de jardin est apparu devant eux, déclenchant un moment qui allait bouleverser le destin de Sam. Dans un élan d'immaturité et probablement sous l'influence du vin, Sam a défié ses amis en affirmant qu'il pouvait manger l'escargot. Sans trop réfléchir, il l'a fait. Au début, tout semblait normal et les amis ont continué leur soirée. Cependant, quelques jours plus tard, Sam a commencé à se sentir mal, se plaignant de douleurs intenses dans les jambes, suivies de vomissements et de vertiges. Inquiète pour son état qui ne faisait qu'empirer, sa mère, Katie, l'a conduite à l'hôpital. Elle était très anxieuse, craignant que son fils ne souffre de la sclérose en plaques, une maladie qui avait affecté son père. Mais les médecins ont rapidement écarté cette hypothèse. C'est alors que Sam a mentionné qu'il avait mangé un escargot. Sa mère, d'abord sceptique, ne pensait pas que cela pouvait être la cause de sa maladie. Malheureusement, elle avait tort. Sam était devenu gravement malade à cause de ce défi apparemment inoffensif. L'escargot que Sam avait mangé portait la maladie du ver pulmonaire du rat, une infection grave causée par un parasite qui vit généralement chez les rongeurs mais peut être transmis aux escargots et aux limaces s'ils consomment des excréments de rongeurs. Ce parasite est particulièrement dangereux car, une fois ingéré par l'homme, il traverse la paroi intestinale et se dirige vers des organes vitaux comme le foie et les poumons avant de finir dans le système nerveux central. En général, la maladie du ver pulmonaire du rat provoque des symptômes légers et la plupart des gens se rétablissent rapidement. Malheureusement pour Sam, son cas était bien plus grave. Les parasites ont envahi son cerveau et sa moelle épinière, provoquant une méningo-encéphalite éosinophilique. La gravité de l'infection l'a plongé dans le coma pendant 422 jours et lui a laissé des séquelles cérébrales importantes. Quand Sam s'est réveillé, il était déjà cloué dans un fauteuil roulant, nourri par sonde, incapable de bouger librement ses membres. En repensant à l'état de son fils, Katie Ballard se souvenait avoir toujours pensé qu'il était invincible. Elle se rappelait de Sam comme un jeune homme plein de vie, parfois espiègle, et n'aurait jamais imaginé qu'un simple acte d'exubérance juvénile puisse le frapper aussi brutalement. Cela nous rappelle bien les façons inattendues dont la vie peut basculer en un instant. Katie Ballard a partagé ses sentiments sur Facebook, décrivant son fils Sam comme étant toujours le jeune homme farceur et rempli de joie qu'il était avant l'accident. Pourtant, elle avouait aussi être dévastée, reconnaissant que cet incident avait changé leur vie à jamais. Elle pensait à l'aléatoire de la tragédie, remarquant que personne n'aurait pu prédire qu'un événement si insignifiant et trivial causerait un drame aussi épouvantable. Au début, Katie nourrissait l'espoir que Sam pourrait un jour marcher et parler à nouveau. Mais avec le temps, cet espoir s'est estompé face aux dures réalités de son état. La paralysie de Sam nécessitait une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il souffrait de crises fréquentes, avait besoin d'aide pour des fonctions de base comme aller aux toilettes et ne pouvait pas réguler sa température corporelle tout seul. Après 3 longues années passées à l'hôpital, il a finalement pu rentrer chez lui, bien qu'il soit resté dépendant d'un fauteuil roulant motorisé pour ses déplacements. Suite à l'incident tragique de Sam Ballard, les communautés en ligne ont eu des réactions mitigées. Certains trolls ont rapidement pointé du doigt ses amis, suggérant qu'ils devraient assumer financièrement les soins de Sam. Cependant, Katie Ballard, la mère de Sam, n'a jamais ressenti une telle rancœur. Elle comprenait qu'ils n'étaient que des adolescents, pris dans une calamité imprévue. Ils ont sûrement appris aussi de cet incident. Malgré les épreuves, les amis de Sam sont restés à ses côtés, prouvant leur loyauté et leur amitié. Ils lui rendaient régulièrement visite, passant du temps à regarder des émissions de télévision et des matchs de rugby avec lui, maintenant un semblant de normalité dans sa vie. Lorsque Katie sortait de la pièce, ils aidaient même Sam à goûter un peu de bière, versant doucement quelques gouttes sur ses lèvres. Un petit geste qui avait une grande signification pour Sam. Ce groupe, affectueusement surnommé Team Ballard, s'est mobilisé pour récolter des fonds pour ses soins. Ils ont réussi à rassembler une somme importante, mais les coûts de soins continus et à vie étaient écrasants. Ce n'était pas facile non plus pour sa mère. En 2016, une lueur d'espoir est apparue lorsque Sam est devenu éligible à un important forfait de soins de 492 000 $ de la part du National Disability Insurance Scheme grâce à une demande déposée par sa mère. Cette aide financière a permis de couvrir une partie des besoins médicaux considérables de Sam. Tragiquement, après avoir combattu des complications de santé pendant 8 ans, Sam est décédé en novembre 2018 à l'hôpital de Hornsby, en Australie, entouré de sa famille et de ses proches amis. Ses derniers mots adressés à sa mère, pleins d'amour, furent « Je t'aime ». Ces mots résonnaient avec la profonde affection et les liens forts qui définissaient les relations de Sam avec ceux qui lui étaient chers. Jennifer Strange était une mère de 3 enfants, âgée de 28 ans, originaire de Rancho Cordova, en Californie.
En janvier 2007, elle avait participé à un concours unique organisé par une station de radio. La compétition baptisée « Hold your wee for a wee », littéralement « Gardez votre pipi pour une wee », mettait au défi les participants de boire autant d'eau que possible sans aller aux toilettes, avec une console de jeu Nintendo Wii comme grand prix. Comme ses concurrents, Jennifer était attirée par le concours, espérant remporter le prix pour sa famille. Mais sa famille a eu droit à bien autre chose. Jennifer a consommé une quantité alarmante d'eau au cours du concours, près de 2 gallons, environ 7,5 litres, en l'espace de 3 heures. Le concours a commencé par des bouteilles d'eau plus petites, distribuées toutes les 15 minutes. Mais à mesure que la compétition avançait, et que les participants abandonnaient, les concurrents restants, dont Jennifer, devaient se boire des quantités d'eau de plus en plus grandes. Malgré de violents maux de tête et un inconfort visible, les symptômes de Jennifer n'ont pas été pris au sérieux par les animateurs de la radio. Ils ont même plaisanté à propos de son ventre visiblement gonflé, tournant ses plaintes en dérision. Jennifer a réussi à terminer à la 2e place, gagnant des billets de concert, mais la victoire fut de courte durée. Ne se sentant pas bien, elle a appelé son travail pour signaler son absence et est rentrée chez elle. Malheureusement, quelques heures après la fin du concours, Jennifer a été retrouvée morte dans sa salle de bain par sa mère. Après la mort de Jennifer Strange, sa famille a engagé des poursuites judiciaires contre Entercom, la société mère de la station de radio qui avait organisé le concours de consommation d'eau. Son mari, Billy Strange, espérait que le procès servirait d'avertissement à d'autres entreprises qui interagissent avec le public. Finalement, le jury a accordé à la famille une indemnité de 16 500 000 $. Ce verdict visait à envoyer un message fort concernant les responsabilités des entreprises dans la sécurité de leurs activités. Dans une interview pour Good Morning America, Billy a exprimé son chagrin et sa frustration, affirmant que la mort de sa femme, causée par une intoxication à l'eau, aurait pu être évitée. Il a également ajouté que la station de radio avait été avertie des dangers de ce type de concours des mois avant cet événement tragique. Malgré ces avertissements, la compétition s'est déroulée sans mesure de sécurité suffisante. Au cours du procès, la défense a fait valoir que Jennifer aurait dû reconnaître les risques liés à la consommation excessive d'eau. Cependant, l'avocat de Billy, Roger Dreyer, a rétorqué que Jennifer avait agi comme toute personne raisonnable l'aurait fait dans ces circonstances, motivée par l'envie de remporter un prix sans comprendre pleinement les risques pour sa santé. Pendant le concours de consommation d'eau, des préoccupations ont été soulevées non seulement en interne mais aussi par le public. Des auditeurs comme Eva Brooks sont appelés pendant l'émission pour mettre en garde les animateurs sur les risques graves de boire de grandes quantités d'eau. Eva avait spécifiquement averti que cela pouvait entraîner une intoxication hydrique, potentiellement mortelle. Malgré ces avertissements, les DJ ont reconnu les risques, mais les ont minimisés, affirmant que les participants avaient signé des décharges et que, par conséquent, la station ne pouvait pas être tenue responsable. Roger Dreyer a également souligné une importante négligence durant le procès. Il a précisé que même après avoir reçu des appels de personnes préoccupées, dont une infirmière qui avait spécifiquement mis en garde contre les dangers, les animateurs n'avaient pas communiqué ces risques aux participants. Pire encore, la station de radio avait augmenté la quantité d'eau que les participants devaient boire à mesure que le concours avançait. Une autopsie initiale a confirmé que la mort de Jennifer était due à une intoxication hydrique, entraînant une condition appelée hyponatrémie. L'hyponatrémie survient lorsque la consommation excessive d'eau dilue le sodium dans le sang, provoquant un gonflement des cellules. Dans les cas graves, cela peut entraîner un gonflement du cerveau, des convulsions et la mort. Vous n'avez pas envie d'imaginer cela. Le jury a jugé la station de radio coupable de négligence pour ne pas avoir pris des mesures de sécurité adéquates et pour ne pas avoir correctement informé les participants des risques graves liés au concours. En 2017, la station de radio a fermé ses portes. C'était le 13 juillet 2023, près de Revelstoke, en Colombie-Britannique. L'été avait été impitoyable, avec des incendies de forêt ravageant la province. Ce jour-là, Devin Gale, une jeune femme de 19 ans, faisait ce à quoi elle se consacrait depuis 3 saisons. Combattre les incendies avec le BC Wildfire Service. Devin dégageait des broussailles dans une zone reculée où un petit incendie s'était déclaré. La famille, les amis et les collègues de Devin se souviennent d'elle comme d'une personne qui incarnait la compassion et l'altruisme. Elle était en 3e année à l'université de la Colombie-Britannique, Okanagan, où elle étudiait pour devenir infirmière. Cette double vocation de pompière et d'infirmière reflétait son engagement à servir les autres. La saison des feux de forêt en Colombie-Britannique a été particulièrement brutale cette année.
La province fait face à une crise grave avec plus de 350 incendies de forêt qui font rage de manière incontrôlable, dévorant plus de 1,2 million d'hectares de forêt. La rareté des précipitations combinée à des conditions persistantes de chaleur et de sécheresse a exacerbé la gravité et la fréquence de ces incendies. Un appel urgent est lancé pour l'envoi de 1000 pompiers internationaux afin de soutenir les équipes locales débordées. Ce jeudi après-midi fatidique, Devin et son équipe étaient chargés de déblayer les broussailles dans une zone reculée, fortement boisée. Ce type de travail, bien qu'essentiel, est extrêmement dangereux. Les feux peuvent se rallumer rapidement et la forêt dense pose des dangers constants. Vers 15h30, la GRC de Revelstoke reçut un appel angoissant. Devin avait perdu le contact avec son équipe. Lorsqu'ils la retrouvèrent, ses collègues la découvrirent coincée sous un arbre tombé. Malgré leurs tentatives immédiates pour lui administrer les premiers soins et la transporter par hélicoptère à l'hôpital Queen Victoria, Devin succomba à ses blessures. La nouvelle du décès de Devin se répandit rapidement, attirant des condoléances de tout le Canada. Le Premier ministre Justin Trudeau reconnut le courage et le sacrifice de Devin et de ses collègues pompiers dans ses expressions de tristesse. Le Premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, pleura également cette perte, la qualifiant de significative pour tous ceux impliqués avec le BC Wildfire Service en cette période particulièrement difficile. Le frère de Devin, Nolan Gale, partagea son chagrin et son admiration pour sa sœur dans un post Instagram émouvant. Il la décrivit comme attentionnée, travailleuse et altruiste. La mort de Devin fut une preuve des dangers auxquels sont confrontés les combattants des feux de forêt. Bien que les décès parmi ces individus courageux soient relativement rares, les risques qu'ils affrontent au quotidien sont immenses. Le BC Wildfire Service, WorkSafe BC, et le BC Coroner Service lancèrent des enquêtes pour comprendre les circonstances du décès de Devin dans le but de prévenir de tels incidents à l'avenir. Dans les jours suivant sa mort, une cérémonie commémorative fut organisée à Revelstoke en l'honneur de Devin. Des centaines de personnes se rassemblèrent dans les rues, y compris des membres du BC Wildfire Service, de divers services d'incendie et de la Gendarmerie royale du Canada, tous venus lui rendre hommage. Les frères et sœurs de Devin, Nolan et Keln, qui sont également pompiers, prononcèrent des hommages émouvants lors de la cérémonie. Ils parlèrent de la motivation, de la compassion et du dévouement inébranlable de Devin à aider les autres. Durant son hommage, Nolan loua Devin comme l'une des meilleures personnes qu'il ait connues, notant que son humilité l'aurait normalement empêché de recevoir de tels éloges. Pendant ce temps, Keln, luttant pour retenir ses larmes, exhorta chacun à se souvenir de l'héritage de Devin et de l'aggravation des conditions liées aux incendies de forêt. Elle encouragea à rire en mémoire de Devin. Stephen Hood, un collègue du BC Wildfire Service, décrivit Devin comme immensément belle et pleine de vie, soulignant son enthousiasme pour son travail et son esprit d'aventure. Un autre collègue, Cassie Robinson, se souvint de l'accueil chaleureux que réservait Devin aux nouveaux membres de l'équipe, veillant à ce qu'ils se sentent prêts et soutenus dans leur rôle difficile. Née le 24 novembre 2003, elle a grandi à Langley, en Colombie-Britannique, et était connue pour sa participation à la natation et au ski de compétition. Sa passion, cependant, était la gymnastique sur trampoline, où elle s'entraînait et concourait avec le Revelstoke Acrobats Trampoline Club. Cet amour des défis physiques l'a finalement conduite à la lutte contre les incendies, où elle a canalisé son énergie pour protéger sa communauté. En plus de ses activités sportives, Devin était une étudiante assidue à l'UBC Okanagan. Leslie Cormack, la principale et vice-chancelière adjointe de l'UBCO, exprima la tristesse du campus face à la perte d'une étudiante prometteuse. Elle adressa ses plus sincères condoléances au nom de l'université, à la famille et aux amis de Devin, ainsi qu'à toute la communauté qui la connaissait et l'aimait. L'engagement double de Devin envers la lutte contre les incendies et les soins infirmiers reflétait son désir de faire une différence tangible dans la vie des gens. Sa détermination et son altruisme ont laissé une empreinte durable sur ceux qui l'ont connue. Les hommages de ses proches ont dressé le portrait d'une jeune femme dont la vie, tragiquement interrompue, était remplie de sens et de courage. Hélène Herzberg, une femme de 49 ans, traversait une route à 4 voies avec son vélo à Tempe, en Arizona, lorsque l'impensable s'est produit. Le soir du 18 mars 2018, vers 21h58, Hélène traversait la rue lorsqu'un véhicule de test Uber, fonctionnant en mode autonome, l'a percutée. Malheureusement, elle est décédée sur le coup à la suite de cette collision. De nombreuses et longues enquêtes ont été menées pour comprendre ce qui avait mal tourné. Le National Transportation Safety Board des États-Unis, en collaboration avec la police locale, a recherché les détails de l'accident survenu ce soir-là. Et toutes leurs conclusions ont pointé une erreur humaine comme principale cause.
Une certaine Rafaela Vázquez se trouvait au volant du véhicule et était censée surveiller la conduite en tant que conductrice de sécurité. Cependant, les enquêtes ont révélé plus tard que Vázquez ne portait pas une attention totale à la route au moment de l'accident. Les images de la dashcam publiées par la police ont montré que Vázquez ne regardait pas la route pendant les moments cruciaux précédant la collision. La vidéo la montre en train de regarder vers le bas pendant plusieurs secondes alors que la voiture roulait à une vitesse de 63 km/h. Elle visionnait un épisode de l'émission The Voice. Malgré cela, Vázquez a plaidé non coupable aux accusations liées à l'accident et a été libéré en attendant son procès. La situation s'est compliquée davantage lorsque les enregistrements du service de streaming Hulu ont confirmé que l'appareil de Vázquez diffusait bien cette émission au moment de l'accident. En outre, le véhicule autonome lui-même présentait des failles. Ces systèmes automatiques n'ont pas réussi à reconnaître Hélène et son vélo comme une menace potentielle pouvant entraîner une collision, ce qui constituait un dysfonctionnement critique pour une technologie censée prévenir de tels incidents. Pour aggraver encore les inquiétudes, quelques jours avant l'accident, un employé avait déjà alerté les dirigeants de l'entreprise sur des problèmes de sécurité liés au véhicule. Cet employé avait exprimé des préoccupations quant aux fréquents accidents impliquant ces voitures et s'était interrogé sur le fait que les opérateurs, comme Vázquez, étaient suffisamment formés pour gérer ces systèmes avancés. Ces avertissements, toutefois, n'ont conduit à aucune action immédiate. Et malheureusement, l'accident mortel a eu lieu, soulevant de sérieuses questions sur la sécurité et la fiabilité des véhicules autonomes. Le rapport de police publié en juin 2018 a conclu que la collision mortelle aurait pu être entièrement évitée si Vázquez avait surveillé la route. Cet incident a déclenché des discussions sur les protocoles de sécurité des véhicules autonomes et sur le rôle crucial que jouent les opérateurs humains pour garantir que ces technologies ne posent pas de risque pour la sécurité publique. Après cet incident, l'État de l'Arizona a pris des mesures décisives en suspendant la capacité d'Uber à tester ses voitures autonomes sur les routes publiques. Cette décision reflétait les préoccupations croissantes concernant la sécurité des véhicules autonomes. En réponse à cette suspension et aux inquiétudes persistantes en matière de sécurité, Uber a mis fin à tous ses tests de véhicules autonomes en Arizona. Cependant, Uber a par la suite réussi à obtenir la permission de reprendre ces tests en Californie, début 2020, marquant ainsi une reprise prudente de leur développement de cette technologie. En juillet 2023, Rafaela Vázquez a plaidé coupable à une accusation de mise en danger. Ce plaidoyer a marqué un moment historique car c'était la première fois qu'une collision impliquant une voiture entièrement autonome entraînait une condamnation pénale. Rafaela avait d'abord déclaré à la police qu'elle n'avait pas vu Hélène avant la collision, affirmant qu'Hélène était apparue de nulle part sur une rue sombre de Tempe. Initialement accusée d'homicide involontaire, Rafaela a finalement conclu un accord avec les procureurs. Le juge en charge de l'affaire a accepté le plaidoyer de Rafaela et l'a condamnée à 3 ans de probation sous surveillance. Le 15 mai 2011, Acton Bill, un jeune homme de 20 ans originaire de Brisbane, en Australie, a tragiquement perdu la vie en participant à une tendance internet appelée le planking. Le planking consiste à s'allonger face contre terre dans des endroits insolites ou risqués pendant qu'une personne prend une photo, laquelle est ensuite partagée en ligne. Ce soir-là, Acton et un ami rentraient chez eux après une soirée. Acton décida d'essayer de faire du planking sur la rambarde du balcon de son appartement. Cette rambarde ne mesurait que 5 cm de large, ce qui la rendait extrêmement dangereuse. En tentant de s'allonger dessus, il perdit l'équilibre et fit une chute de 7 étages. Malgré les efforts des secouristes qui tentèrent de le réanimer pendant 20 minutes, Acton fut déclaré mort sur place. L'incident bouleversa la communauté et fit la une des médias. Le commissaire adjoint de la police, Ross Barnett, confirma qu'Acton avait consommé de l'alcool avant l'accident. Il précisa que le problème n'était pas le planking en soi, mais le fait de le pratiquer dans des endroits dangereux, comme un balcon en hauteur. Barnett souligna qu'alors que faire du planking sur un banc de parc pouvait sembler sans risque, tenter cette figure sur une étroite rambarde en altitude pouvait s'avérer mortel. Après la mort d'Acton, la police et les autorités gouvernementales publièrent des avertissements sur les dangers du planking. Par exemple, la police du Queensland avertit que toute personne surprise en train de faire du planking dans des lieux dangereux ou sur une propriété privée risquait des poursuites judiciaires. Ils insistèrent sur le fait que, bien que le planking puisse paraître inoffensif, les risques encourus dans certaines situations extrêmes étaient trop élevés.
La mort d'Acton déclencha également un vif débat en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. Une page Facebook créée en sa mémoire fut rapidement submergée de commentaires, certains soutenant Acton et d'autres critiquant le planking et ceux qui encourageaient cette tendance. Si plusieurs personnes exprimèrent leurs condoléances, d'autres se montrèrent hostiles envers la pratique du planking. La situation devint si tendue que la section des commentaires dut être désactivée après que des messages diffamatoires et une vidéo moquant la mort d'Acton furent publiés. La vidéo fut finalement retirée de YouTube. Cette tragédie attira aussi l'attention de la première ministre australienne, Julia Gillard, qui qualifia l'incident de véritable tragédie. Elle insista sur l'importance de toujours penser à sa sécurité avant de s'engager dans des comportements risqués, même pour s'amuser. On pense qu'Acton Bill fut la première victime d'un accident mortel lié au planking en Australie, ce qui souleva des inquiétudes sur la possibilité que d'autres incidents du même genre surviennent. Alors que de plus en plus de personnes tentaient de repousser les limites avec des cascades de plus en plus dangereuses, les autorités craignaient une augmentation des blessures ou des décès. La police du Queensland publia même un avertissement général sur sa page Facebook, mettant en garde contre les dangers potentiels de cette pratique, alors que sa popularité ne cessait de croître. Malgré ces mises en garde, la tendance du planking continua de se répandre. La page Facebook Planking Australia, qui comptait déjà plus de 55 000 abonnés avant la mort d'Acton, vit son nombre de followers grimper à plus de 87 000 peu après l'incident. La page présentait des photos de personnes faisant du planking dans des lieux variés, allant des bancs de parc aux voies de ferrée et même sur le toit de voitures de police. Avant la mort d'Acton, un autre jeune homme de 20 ans, également originaire du Queensland, avait été arrêté pour avoir fait du planking sur une voiture de police. Il fut accusé d'intrusion illégale et les autorités avertirent que de tels actes pourraient entraîner des amendes, voire des peines de prison. Il était essentiel de prendre conscience des risques et des conséquences potentielles de ces actions. La mort d'Acton illustre les dangers des tendances d'Internet qui encouragent des comportements risqués. Bien que le planking ait commencé comme un simple jeu, il s'est rapidement transformé en une activité beaucoup plus dangereuse à mesure que les participants tentaient de repousser les limites pour attirer l'attention en ligne. Nous sommes le 9 juillet 1993 à Toronto, au Canada. Gary Hoy, un avocat de 38 ans, se prépare à un événement spécial. Son cabinet, Holden Day Wilson, organise une réception pour les étudiants intéressés par des stages. La réunion a lieu au 24e étage de la Toronto Dominion Bank Tower, une tour située dans le quartier financier de la ville. Gary, juriste d'entreprise respecté, était ravi de rencontrer les étudiants et de leur faire visiter le bureau. Cependant, ce qui avait commencé comme une journée normale s'est transformé en une tragédie dont on se souviendra pendant des années. Gary n'était pas seulement connu pour son expertise juridique. Il avait la réputation de faire des cascades inhabituelles. Il courait contre les fenêtres du bureau pour montrer leur solidité, rebondissant pour prouver qu'elles ne se briseraient pas. Au fil des ans, Gary avait fait cela un nombre incalculable de fois sans aucun problème. Ses collègues et les visiteurs trouvaient souvent cela amusant et Gary était fier de réussir cette démonstration. Ce jour-là, Gary a décidé de montrer à nouveau son tour aux élèves. Confiant comme toujours, il se jette sur la fenêtre et, comme auparavant, la vitre tient et il rebondit. Mais pour des raisons inconnues, Gary n'était pas satisfait et décida de recommencer. Cette fois-ci, les choses se sont mal passées. Au lieu de rebondir comme avant, la fenêtre a cédé. Elle n'a pas volé en éclats, mais elle s'est détachée de son cadre, entraînant Gary dans une chute de 24 étages qui l'a conduit à la mort dans la cour en contrebas. Il est mort sur le coup. Les étudiants et les collègues qui ont assisté à l'accident sont choqués. Les services d'urgence sont arrivés rapidement, mais ils n'ont rien pu faire pour sauver Gary. Sa mort laisse tout le monde incrédule. Les autorités et les ingénieurs sont appelés à enquêter. Le verre lui-même ne s'est pas brisé. Il s'est simplement détaché de son cadre. L'ingénieur en structure Bob Greer expliqua plus tard qu'aucun cadre de fenêtre ne pouvait résister à la force répétée d'un homme adulte se jetant contre lui. Le verre a tenu, mais le cadre s'est brisé, entraînant la chute tragique. Les gens n'arrivaient pas à comprendre comment une telle chose avait pu se produire. Gary n'était pas imprudent et ne cherchait pas à se faire du mal, il a répété quelque chose qu'il avait déjà fait à maintes reprises. Pourtant, cette fois-ci, cela l'a conduit à une mort prématurée. Les collègues de Gary sont dévastés. Hugh Kelly, un autre avocat du cabinet, a décrit Gary comme un brillant avocat et une personne aimable qui allait beaucoup nous manquer. Cette tragédie a ébranlé le cabinet, autrefois l'un des plus prestigieux du Canada. Une équipe de crise a été mise en place pour aider les employés à faire face à la situation. Dans les années qui ont suivi la mort de Gary, l'entreprise a commencé à décliner. Nombreux sont ceux qui pensent que le traumatisme causé par la perte de Gary a contribué à la chute de Holden Day Wilson.
En 1996, le cabinet a fermé ses portes, marquant l'une des plus grandes faillites de cabinets d'avocats de l'histoire du Canada. La mort de Gary est entrée dans l'histoire de Toronto. Elle était si inhabituelle que de nombreuses personnes pensaient qu'il s'agissait d'une légende urbaine. Son histoire a été évoquée dans les médias, notamment dans le film The Darwin Awards, l'émission 1000 Ways to Die et un épisode de Mythbuster. Des forums en ligne ont même débattu de l'événement, certains s'interrogeant sur sa véracité. Mais la vérité est indéniable, un homme a perdu la vie dans un accident bizarre et tragique. C'était le 14 janvier 2013 à Cantonment, en Floride. James Campbell, un vétéran du Vietnam de 68 ans, avait vécu dans la région pendant la majeure partie de sa vie. Il était bien connu et apprécié, un ami fidèle et un homme de famille dévoué, avec 2 enfants et 4 petits-enfants. Ce jour-là, James et sa compagne, Iris Fortner, âgée de 56 ans, rentraient chez eux. La journée se déroulait comme à l'accoutumée jusqu'à ce qu'un accident tragique et inhabituel se produise. James et Iris venaient d'arriver devant leur maison dans leur Chevrolet Van de 1995. Alors qu'ils approchaient des grilles métalliques de leur domicile, James sortit du côté passager pour ouvrir les grilles, permettant ainsi au véhicule d'entrer. Iris était restée au volant, prête à reculer le van dans l'allée une fois les grilles ouvertes. Alors que James s'approchait des grilles, Iris ouvrit sa portière pour vérifier sa position. À ce moment-là, leur chien, un grand boxeur bulldog, curieux et excité, sauta sur le siège avant. Le grand chien appuya accidentellement sur l'accélérateur. Le van fit soudainement marche arrière. Iris, prise de court, tenta désespérément d'arrêter le véhicule. Elle chercha la pédale de frein, mais il était déjà trop tard. Le van recula sur James, le piégeant sous ses roues. Les services d'urgence furent appelés immédiatement. Les ambulanciers du comté d'Escambia arrivèrent rapidement, mais ne purent rien faire. James Campbell fut déclaré mort sur les lieux. L'impact avait été sévère, et malgré les efforts d'Iris, l'accident était inévitable. Elle subit des blessures mineures, mais ne fut pas inculpée. La Florida Highway Patrol mena une enquête sur l'incident. Les rapports confirmèrent la séquence des événements. James était sorti du van pour ouvrir les grilles, Iris avait ouvert la portière pour vérifier sa position et le chien avait sauté sur le siège du conducteur, appuyant involontairement sur l'accélérateur. Le van recula sur James, entraînant sa mort tragique. Les médias locaux couvrirent largement l'histoire. Le Pensacola News Journal et le North Escambia News rapportèrent cet accident inhabituel, soulignant la nature tragique des événements. Les voisins et amis exprimèrent leurs condoléances, partageant leur chagrin. Beaucoup décrivirent James, affectueusement surnommé Beau, comme un bon ami et un homme de famille dévoué. Il était diplômé de Tate High School et un vétéran qui avait servi au Vietnam. Dans les jours qui suivirent l'accident, les forums en ligne et les blogs furent remplis de messages de sympathie et de soutien. Un blogueur, se disant proche de James, écrivit un hommage poignant rappelant leur amitié et la générosité de James. Il mentionna les frères de James, Charlie et Jim, et le lien étroit qui les unissait. Malgré le soutien massif, des rumeurs de suspicion commencèrent à circuler. Certains individus remirent en question la probabilité de l'accident, suggérant qu'il pourrait y avoir plus que ce qui avait été rapporté. Cependant, les rapports officiels et les témoignages des témoins laissaient peu de place au doute. C'était un accident tragique, une série d'événements malheureux qui avaient conduit à la perte d'un membre bien-aimé de la communauté. Le chien, qui avait involontairement causé l'accident, resta avec Iris. Le boxeur bulldog ne fut pas blâmé pour ses actions, ayant agi par excitation et curiosité. C'était une soirée tranquille, le samedi 6 décembre 2009, dans la petite ville de Konotop en Ukraine. Vladimir Likonos, un étudiant en chimie de 25 ans, était chez lui, assis devant son ordinateur. Ses parents étaient à proximité, profitant d'une soirée paisible. Depuis son enfance, Vladimir avait toujours été passionné par la chimie. Fasciné par les mystères de la science, il s'intéressait tout particulièrement aux mathématiques, à la physique et à la chimie. Cette passion l'avait conduit à étudier dans une antenne régionale de l'Institut Polytechnique de Kiev, l'une des universités techniques les plus prestigieuses d'Ukraine. Il rêvait de devenir scientifique, et ses études n'avaient fait qu'attiser sa curiosité et son ambition. Vladimir était connu pour être un jeune homme calme et réfléchi. Il passait la plupart de son temps libre à expérimenter avec divers produits chimiques, souvent en fabriquant des pétards artisanaux. Cette activité illustrait à la fois sa maîtrise et sa passion pour la chimie. Mais ce soir-là, quelque chose a terriblement mal tourné. Vladimir avait une habitude particulière. Il aimait mâcher du chewing-gum, mais pas n'importe lequel. Il avait pris l'habitude de tremper son chewing-gum dans de l'acide citrique pour en prolonger le goût. Ce soir-là, assis devant son ordinateur, il a voulu répéter son rituel habituel.
Mais sans le savoir, il a commis une erreur fatale. Sur la table à côté de lui se trouvaient 2 récipients. L'un contenait de l'acide citrique, comme à son habitude, mais l'autre contenait une substance dangereuse, ressemblant à s'y méprendre à l'acide citrique. Pour ses études, Vladimir travaillait avec des explosifs et ce soir-là, un peu de cette poudre explosive se trouvait sur la table. Dans l'obscurité ou par simple automatisme, Vladimir a trempé son chewing-gum dans le mauvais récipient. Une forte explosion a brisé le calme de la nuit. Le bruit était si violent qu'il a été entendu dans toute la maison. La mère de Vladimir, qui se trouvait dans une autre pièce, s'est précipitée dans la chambre de son fils pour découvrir une scène horrifiante. Vladimir était étendu au sol, le visage ensanglanté et défiguré. La moitié inférieure de son visage, y compris toute sa mâchoire, avait été soufflée. C'était un spectacle si macabre que même les policiers les plus expérimentés, plus tard sur place, l'ont décrit comme l'une des scènes les plus choquantes qu'ils aient jamais vues. Les services d'urgence ont été appelés immédiatement. À leur arrivée, les secouristes ont tenté de sauver Vladimir, mais ses blessures étaient trop graves. Ils n'ont rien pu faire. Vladimir était mort, la police est arrivée peu après et a rapidement lancé une enquête pour comprendre ce qui s'était passé. Sur le bureau de Vladimir, ils ont trouvé environ 100 grammes d'une poudre ressemblant à de l'acide citrique. Mais ce n'était pas de l'acide citrique, il s'agissait d'une substance explosive. La police a compris que Vladimir avait accidentellement trempé son chewing-gum dans la poudre explosive, la confondant avec l'acide citrique. La scène était si bouleversante que même les agents les plus aguerris en étaient secoués. Ils avaient vu beaucoup de choses au cours de leur carrière, mais rien de comparable à cela. Une équipe de démineurs a été appelée sur place pour identifier la nature exacte de la substance explosive. La poudre étant trop instable pour être déplacée, ils ont dû la neutraliser sur place avec une grande précaution. Au fil de l'enquête, d'autres détails sur la vie de Vladimir ont émergé. Ses amis et camarades de classe l'ont décrit comme un étudiant brillant, passionné par ses études. Il était rentré chez lui pour les vacances après avoir terminé ses examens du semestre. Pendant cette période, il passait la plupart de son temps à la maison, soit devant son ordinateur, soit à faire des expériences. Les parents de Vladimir étaient anéantis par la perte de leur fils. Ils avaient toujours connu sa passion pour la chimie, mais jamais ils n'auraient imaginé qu'elle causerait un accident aussi tragique. La petite ville de Konotop était également sous le choc. La nouvelle de l'accident s'est rapidement répandue et les habitants n'arrivaient pas à croire qu'une telle tragédie ait pu se produire dans leur ville si tranquille. Les autorités ont poursuivi leurs analyses sur la substance inconnue trouvée sur place. Elles voulaient comprendre avec certitude ce qui avait provoqué l'explosion. Les tests ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un explosif, bien que sa composition exacte n'ait pas été identifiée. Il était clair que Vladimir avait commis une erreur fatale qui lui avait coûté la vie. Vladimir a été enterré au cimetière d'Alexandrovka, à Soumy, en Ukraine, non loin de l'endroit où il avait grandi. Sur sa page mémoriale, Finda grave, une seule photo de lui demeure, capturant l'image d'un jeune homme plein de potentiel, une vie prometteuse, brutalement interrompue. Le 7 juin 2024, une tragédie a frappé Disneyland à Anaheim en Californie. Bonnie Mavis Lear, une employée dévouée depuis 24 ans, a succombé à ses blessures après un terrible accident impliquant une voiturette de golf. L'incident s'est produit dans une zone en coulisses du parc, loin des regards des visiteurs qui profitaient de leur journée. Ce matin-là, à Disneyland, l'agitation était typique d'une journée bien remplie. Bonnie, âgée de 60 ans, travaillait dans les services aux membres du Club 33, un club privé de restauration situé à New Orleans Square, réputé pour son ambiance exclusive et son riche passé, ayant ouvert ses portes en 1967. Bonnie jouait un rôle essentiel dans l'équipe, veillant au bon fonctionnement des services du club. Ce jour-là, elle était passagère dans une voiturette de golf traversant une zone en coulisses près de Critter Country. Le véhicule, conduit par un autre employé, roulait à environ 30 km/h. Bonnie était assise sur un siège orienté vers l'arrière avec 3 autres passagers. Alors que la voiturette empruntait la route, elle a soudainement heurté une bosse ou un creux. En un instant, Bonnie a tenté de se stabiliser en saisissant la main courante. Mais la rampe, soit mal fixée, soit incapable de supporter la force soudaine, a cédé. Sans rien à quoi se raccrocher, Bonnie a été projetée hors de la voiturette en mouvement. Elle a atterri tête la première au sol, se fracturant le crâne sous le choc, ce qui a entraîné un grave gonflement cérébral. Les premiers secours ont été appelés sur les lieux vers 11h30. La police d'Anaheim et les ambulanciers sont rapidement arrivés et ont trouvé Bonnie inconsciente et grièvement blessée. Ils l'ont stabilisée et transportée d'urgence à l'hôpital local. Malgré leurs efforts, l'état de Bonnie est resté critique. Les médecins ont pratiqué une intervention chirurgicale d'urgence,
Le jeudi matin, elle a été déclarée en état de mort cérébrale. Bonnie est décédée le lendemain, le 9 juin 2024. Ken Potrock, président de Disneyland Resort, a publié une déclaration émouvante exprimant ses condoléances et soulignant la douleur immense causée par la perte de Bonnie. Il a insisté sur l'engagement du parc à soutenir sa famille et ses collègues en ces temps tragiques, en veillant à ce qu'ils disposent des ressources nécessaires. Des amis et collègues, comme Ray Delgado, une membre du personnel de Disney California Adventure, étaient dévastés. Ray a partagé les détails de l'accident sur les réseaux sociaux, appelant à la justice. Elle a évoqué les conditions dangereuses qui ont conduit à la mort de Bonnie, soulignant la nécessité d'améliorer les mesures de sécurité. Le post de Ray a mis en lumière que la défaillance de la main courante était un facteur critique et que de tels incidents ne devraient pas être ignorés. L'accident a soulevé de sérieuses questions sur les pratiques de sécurité à Disneyland. La voiturette de golf était-elle correctement entretenue? Pourquoi la main courante a-t-elle cédé? Ces questions sont essentielles pour comprendre ce qui a mal tourné et pour prévenir de futurs accidents. La voiturette de golf, un moyen de transport courant dans les coulisses du parc, était censée être sûre. Cependant, la bosse sur la route, combinée à la main courante défectueuse, a créé un scénario mortel. La tentative de Bonnie de se stabiliser était une réaction naturelle, mais le soutien inadéquat a conduit à sa chute tragique. Le département de police d'Anaheim a confirmé qu'aucune drogue ni alcool n'était en cause et que le conducteur de la voiturette n'avait pas été blessé. L'enquête s'est concentrée sur les aspects mécaniques et opérationnels du véhicule dans le but de déterminer les éventuelles défaillances d'entretien ou de conception. La vie de Bonnie était intimement liée à la magie de Disneyland pendant 24 ans. Son dévouement au Club 33 et son rôle dans la création de souvenirs inoubliables pour les visiteurs étaient profonds. Sa disparition laisse un vide au sein de la communauté de Disneyland et son histoire souligne l'équilibre délicat entre la joie et la tragédie dans le cadre de l'endroit le plus heureux sur Terre. C'était le 28 avril 2013 à Darjeeling en Inde. Sailendra Nath Roy, un conducteur de police de 49 ans connu pour ses cascades audacieuses, s'apprêtait à tenter un nouvel exploit record. Cette fois, il visait à traverser la rivière Testa en utilisant une tyrolienne attachée uniquement à ses cheveux. Sailendra détenait déjà le record mondial Guinness de la plus grande distance parcourue sur une tyrolienne avec ses cheveux, mais il était déterminé à repousser encore plus ses limites. Des centaines de spectateurs s'étaient rassemblés sur le pont de la Coronation à près de 3000 mètres d'altitude pour assister à cette tentative audacieuse. Sailendra n'était pas étranger aux cascades qui laissaient les gens bouche bée. L'année dernière, il avait traîné un train de 42 tonnes sur 2,5 mètres avec ses cheveux et avait parcouru 82 mètres sur une tyrolienne, toujours avec ses cheveux. Ses exploits impressionnants lui avaient valu reconnaissance et admiration, mais aujourd'hui allaient se révéler tragiquement différents. Alors que Sailendra se préparait pour la cascade, il attacha ses cheveux, longs jusqu'aux épaules, à une poulie sur la tyrolienne. Il portait un gilet de sauvetage par-dessus sa chemise et brandissait le drapeau indien, symbole de sa fierté et de son dévouement. La tyrolienne s'étendait sur 180 mètres au-dessus de la turbulente rivière Testa, et Sailendra entama son parcours avec confiance. Il avait parcouru environ la moitié de la distance lorsqu'un désastre survint soudainement. Sa queue de cheval se retrouva enchevêtrée dans la roue de la tyrolienne, le laissant coincé en plein air. Sailendra tenta désespérément de se libérer, utilisant ses mains pour continuer à avancer, mais plus il luttait, plus ses cheveux s'entortillaient. Les spectateurs applaudirent d'abord, inconscients de la situation désespérée qui se déroulait sous leurs yeux. Pendant environ 25 minutes, Sailendra resta suspendu en l'air, luttant pour se libérer. Les acclamations de la foule se transformèrent lentement en cris d'horreur lorsqu'ils réalisèrent que quelque chose n'allait pas du tout. Les mouvements de Sailendra s'affaiblirent et il devint immobile après environ 20 minutes. L'absence d'ambulance ou de médecin sur place signifiait qu'aucune aide médicale immédiate n'était disponible. Les médias locaux rapportèrent que Sailendra avait subi un arrêt cardiaque majeur, probablement causé par une crise nerveuse due à la suspension prolongée. Les secouristes le descendirent enfin après environ 45 minutes, mais il était trop tard. Sailendra fut transporté d'urgence dans un hôpital voisin à Siliguri, à 450 km de là, mais il fut déclaré mort à son arrivée. Balay Sutradhar, un photographe couvrant la cascade, se souvint. Il essayait désespérément d'avancer. Il essayait de crier une instruction, mais personne ne pouvait comprendre ce qu'il disait. Après avoir lutté pendant 30 minutes, il est resté immobile. La famille de Sailendra, y compris sa femme et ses 2 fils, était présents, regardant dans un désespoir impuissant. Le frère de Sailendra, Benway, qui assistait pour la première fois à une cascade de son frère, exprima le chagrin de la famille. Il était sûr de réussir, mais le destin a pris sa vie et le membre le plus aimé de notre famille.
Amis et collègues pleurèrent la perte d'un homme qui avait inspiré beaucoup de personnes avec ses exploits audacieux. Les autorités révélèrent plus tard que Sailendra n'avait pas obtenu les autorisations nécessaires pour la cascade. Le commissaire de police de Siliguri déclara que Roy n'était pas en service au moment de sa mort. Cette négligence souleva des questions sur les mesures de sécurité et les protocoles en place pour de telles cascades dangereuses. La passion de Sailendra pour battre des records et repousser les limites humaines était indéniable. Il avait réalisé plusieurs records mondiaux Guinness, notamment en tirant des véhicules avec ses cheveux et en parcourant de longues distances sur des tyroliennes. Sa dévotion était évidente, mais elle montrait aussi les dangers inhérents aux cascades extrêmes. L'incident suscita des discussions sur les risques liés à de telles performances et l'importance des précautions de sécurité. L'absence de personnel médical et le manque de permissions officielles soulignèrent la nécessité de réglementations plus strictes et d'une supervision accrue.